Dans la série, il a une espèce de main bionique où il peut genre faire des trucs avec. Enfin, où est-ce qu'on est, tu vois ? C'est un documentaire que je vous recommande chaudement, que j'ai eu la chance de voir en avant-première hier. Plus jamais. Comme aurait dit Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Moi, pour info, tout à l'heure, j'ai demandé à Alban si c'était une série qui avait un lien avec le christianisme et la religion. On arrive à me faire saliver à la radio dans une émission de bouffe. Je comprends pas pourquoi dans une série de 8 épisodes qui dure 8 heures, on n'arrive pas à me donner faim une seule fois. Déjà, tranquille. Ouais. Déjà, tranquille. T'es très énervé par le film alors que tu l'as pas vu. Non, mais Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. C'est une émission consacrée au 7e art et pourtant, aujourd'hui, on repousse les frontières jusqu'au 8e, le jeu vidéo, pour s'intéresser à l'occasion de la saison 2 de The Last of Us aux adaptations par le petit et le grand écran de licences de jeux vidéo. C'est notre focus du jour. La saga John Wick aura connu le chemin inverse. Née au cinéma, elle s'est développée dans d'autres médias, dont le jeu vidéo, mais c'est aujourd'hui de son spin-off qu'on débat avec un super titre de l'univers de John Wick, Ballerina, porté par Ana de Armas. On restera derrière un ordinateur pour Cloud, le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, qui parle de vente en ligne et se déroule dans un Japon hyper connecté. Et on conclura nos débats dans un autre univers étendu, le Martin Bourboulon Cinematic Universe. Après Eiffel et les 2 volets des Mousquetaires, le réalisateur français continue ses aventures en costume avec la série Carême. Enfin, carte blanche à Alban, qui après Cloud s'attardera au Japon, dans le jardin d'été de Shinji Somai. Silence moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tous, je suis en compagnie de Yuri, d'Alban, de Laurent, de Félix, d'Émile au loin et de Manon. Manon, merci de nous éviter une émission full boys band parce que Rita devait être avec nous en duplex et malheureusement elle a une coupure d'électricité et plus de batterie. Oui, En quarantaine. Ça ressemble à une Et fausse encore excuse quand même. Non, pas du tout. Et elle est donc bloquée. Et son chien a mangé son devoir. Il y a un peu de ça, mais malheureusement, tout est vrai. Yuri, on commence tout de suite avec le courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Dudley ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Alors avant de répondre à nos auditeurs cette semaine, je vais répéter que vous pouvez commenter absolument partout. Donc est-ce qu'on peut le faire sur Deezer et Spotify Non, également ? je crois pas, c'est pour ça que les gens passent sur YouTube. Et ben voilà, vous pouvez commenter sur YouTube et également sur notre page Instagram. Et n'hésitez pas à laisser des notes aussi à nos épisodes parce que pour nous c'est très cool. Pour le référencement, cette semaine on a reçu des messages qui nous disaient qu'on était dur sur Jeune Mère, le dernier film des frères Dardenne et qui pour le coup nous accusaient un petit peu de dire du mal des films sociaux en général ou des Dardennes. Alors on tenait à faire un petit point sur le fait qu'on n'a rien contre les Dardennes. On a même d'ailleurs projeté Rosetta dans l'une de nos émissions publiques. On n'a rien non plus contre les films sociaux en soi. D'ailleurs, je crois, Yuri, que la semaine dernière, tu as dit pas mal de bien de Ken Loach en comparaison. C'est vraiment ce film-là qu'on a trouvé quand même relativement décevant. Enfin, tout le monde était assez raccord. Et le fait qu'il est symptomatique que leur cinéma est devenu une espèce de système et que du coup, en fait, il y a assez peu de... Enfin, c'était juste par rapport à leur dénomination justement de cinéma naturaliste et on débattait un peu plus de leur manière de mettre en scène justement la réalité avec beaucoup, dans ce film-là, j'ai trouvé de facticité. C'était ça le sujet du débat. Exactement. Et tout de suite, le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre ? Est-ce qu'il y a du changement en haut de ce box-office, Yuri ? Heureusement ou malheureusement non. Vraiment, je pense que je pourrais juste copier-coller au montage tout ce que je dis toutes les semaines, puisque c'est Lilo et Stitch qui arrive en première position du le remake, reboot, requel, live action en animation 3D de Disney, qui fait 1 349 000 entrées pour sa deuxième semaine, ce qui n'est pas moins, mais plus que sa première, donc il progresse. Merci au Week-end de l'Ascension pour ça. Globalement, tous les films cette semaine enregistrent un très bon maintien, c'est-à-dire que les gens sont quand même globalement allés pas mal au cinéma. Le film qui chute le plus fort, c'est Tom Cruise avec sa Mission Impossible de Final Reckoning. J'en profite pour dire qu'on va projeter Collatéral avec Tom Cruise le 18 juin à l'entrepôt. Ouais. Il sera là, il viendra faire une cascade, une espèce de galipette, une roulade avant, je sais pas. Bon après, peut-être le cinéma va probablement exploser, donc faut bien voilà. Mais en tout cas, venez le 18, on projette le film et on enregistre le podcast. Ensuite, il y a Destination... C'est à 19h. C'est à 19h30. Ensuite, il y a Destination Finale Bloodlines qui fait toujours 191 000 entrées pour sa 3e semaine. Le Nepo Baby Movie de Cédric Lapiche qui fait 188 000 entrées, qui fait donc moins 1% seulement. Donc vraiment, les gens sont très intéressés par ce film.
pourquoi Émile peut-être pourra nous apporter la réponse. Le seul à l'avoir vu. Partir un jour qui lui fait 126 000 entrées pour sa 3e semaine, également en très bon maintien puisqu'il enregistre une chute de seulement 9% de fréquentation et frôle les 500 000 entrées. Ça veut dire que quand même il y a pas mal de films assez différents qui rencontrent un public assez diversifié, donc c'est plutôt en fait une bonne nouvelle puisque les gens s'intéressent à un grand nombre de films. Le film qui pour le coup fait une petite contre-performance même pour son auteur qui est The Finishing Scheme de Wes Anderson qui fait seulement 94 000 entrées en première semaine, ce qui pour un Wes Anderson est vraiment pas ouf. En comparaison, le French Dispatch avait fait 187 000 entrées en première semaine et c'était une année Covid, donc il n'y a même pas d'excuse. Donc là, clairement, on sent qu'il est un peu sur une forme d'essoufflement peut-être aussi de sa formule et de son public. Voilà, ça rejoint ce qu'on a dit pendant son focus. Peut-être qu'il doit ça dépend aussi rabattre complètement les cartes. Ça dépend de pas mal de choses, mais en effet... Ça sort globalement toujours à la même période à Cannes. Oui, c'est vrai, ça sort en mai-juin. Et globalement, même Asteroid City avait mieux marché alors que c'est un film plus bizarre que celui-ci. Donc voilà. Donc petite contre-performance. On a 2 news ce soir. La première, c'est qu'on a appris la fin du cercle aussi série. L'émission Canal+, est-ce que vous avez des réactions là-dessus ? En fait, juste un peu dire que c'est le seul espace à la télévision qui parlait encore de critique de cinéma et que du coup, de ce fait, on peut un peu déplorer que cette émission qui a 20 ans disparaisse. 20 ans pour la version cinéma et la version série plutôt 10 ans ? Ouais, un peu moins de 10 ans, mais ouais. 6 ans, me dit Émile, toujours à distance. Et donc voilà, c'est juste pour dire que c'est dommage que cet espace-là disparaît. Après, moi je trouve qu'il y a un peu une espèce d'emballement autour de son arrêt, alors que les audiences étaient extrêmement basses, que la formule elle-même commençait un peu à s'enliser et que justement tu sentais qu'ils cherchaient un peu une forme de renouvellement en invitant des réalisateurs, mais du coup qu'est-ce que ça voulait dire quand on critiquait leurs films dans la même émission. Enfin, il y avait pas mal du coup de questions que je trouve qui se posaient sur la formule de l'émission, et surtout pour moi ce serait vraiment une invitation à un autre espace, que ce soit sur France Télévisions ou ailleurs, de reprendre en fait le concept, puisque le concept il est assez simple et ce serait, je pense, tout à fait à sa place sur une chaîne du groupe France Télévisions. Oui, ou après, je veux dire, autre part que sur de la télévision linéaire aussi. Peut-être. Enfin, tu vois, il y a aussi d'autres espaces pour parler de cinéma et de séries, comme en podcast, par exemple. Laurent, toi, tu as une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Pas de commentaires comme Alban la semaine dernière sur le grand âge des personnes qu'on déplore ici. Non, parce qu'il était vieux, mais pas si vieux, malheureusement. Il n'y avait pas 97 ans comme la semaine dernière. Non, il y a une 88, je crois. Philippe Labro, qui est décédé, on l'a appris aujourd'hui, il me semble. C'était donc un homme de télé, un journaliste, un parolier très prolifique, qui a écrit beaucoup de chansons pour Johnny Hallyday, ce que je ne savais pas. Personnage assez intéressant, qui a fait beaucoup de choses, qui a notamment réalisé des films. Qui n'a pas réalisé de film depuis 1984 quand même. Donc la plupart des gens ici, avant notre naissance à tous. Donc clairement même les gens la tienne, t'imagines, n'ont pas vu beaucoup de films, mais il a fait des films quand même avec Jean-Paul Belmondo, notamment L'Héritier, qui est un film assez Jean-Paul Belmondo qui est le cousin de Jean-Paul Belmondo. Qui est le deuxième. Le mélange entre Jean-Paul Belmondo et Ronnie James Dio, pour les gens qui ont la référence de Ronnie James Dio, mais ils sont très vieux eux aussi. Donc L'Héritier avec Jean-Paul Belmondo, qui est quand même un de ses films plus, Rive droite, Rive gauche aussi, qu'il avait fait avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu, il me semble, en 84, qui était plutôt des succès. Il a aussi, moi j'ai jamais vu un seul de ses films, honnêtement. Le seul truc que j'ai vu, c'était un passage, parce qu'il a découvert en fait Fabrice Lucchini, qui joue dans son premier film à 19 ans, en 1969, où il fait absolument n'importe quoi, et c'est vraiment genre bébé Lucchini, c'est très bizarre, dans un film qui s'appelle Tout peut arriver. Je vous invite à regarder les séquences sur YouTube, parce que c'est presque dérangeant, et on voit qu'à l'époque il n'avait jamais pris de cours de comédie, très clairement. Et il en a jamais pris, hein. Si, bien sûr. Ah bon, après? Oui, bien sûr. Il a fait le cours il a fait le cours de Jean-Laurent Cochet. D'accord, parce que pour moi il a effectivement, alors en fait il a démarré sans en avoir pris, il en a pris après. Voilà, en fait il a fait le cours de Jean-Laurent Cochet, comme Depardieu, comme ok. Après avoir commencé au cinéma, intéressant. Et donc oui, malheureusement il est décédé. Il a présenté en fait une émission jusqu'en février 2025 quand même, donc il était encore là, dans laquelle il avait notamment
inciter les gens à regarder l'Instagram de Rita, 6 de Movies, qui parle de cinéma, de fort belle manière d'ailleurs, et on fait comme lui. La petite brune qui parle de cinéma, il disait. Non, c'était pas lui, c'était Eric Nehoff qui avait dit ça. Eric Nehoff qui a dit ça. Qui avait beaucoup apprécié aussi le podcast de Rita, et bravo à lui. Qu'est-ce que ça dit de toi, Rita? Bravo à lui, et bravo à Rita, et on l'invite à tous à regarder 6 de Movies sur Instagram. Et moi, quand même, et là, je me dis que je commence à plus être très jeune non plus. Philippe Labro, je lisais ses commentaires sur le cinéma dans 20 minutes. Non, dans Direct Matin. Dans Direct Matin, en allant en cours quand j'étais étudiante. Dans Direct Matin, t'as raison. Ça a complètement disparu, ces petits... ça appartient à Bolo, du coup, il est passé à C8, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Ouais, okay. Non, mais il n'y a plus les petits, les espèces de petits journaux gratuits. Il y a 20 minutes encore. 20 minutes, il existe encore? Ouais, c'est encore distribué, ouais. Les gens du téléphone portable, hein. Oui, c'est ça, ouais. Le futur. En même temps, c'est pas plus mal pour la planète de pas imprimer trop de feuilles. On commence tout de suite les débats avec, mais vraiment ce titre de l'univers de John Wick, Ballerina. Tuez-moi. Do you like to dance? I know a school where they teach dances. I could take you there if you'd like. Alors, ça commence extrêmement bien quand je vous entends débattre pendant la bande-annonce du fait que ce qu'on entend dans la bande-annonce n'est pas dans le film. C'est vraiment, ça en dit long sur, je pense, la production chaotique probablement de ce film, et donc de l'univers de John Wick Ballerina, qui est réalisé par Len Wiseman. Pire titre de l'univers. Oui, quand même, mais alors le pitch, honnêtement, moi, le pitch est tout aussi obscur pour moi, puisqu'on me dit, se déroulant pendant John Wick Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macaro, la nouvelle tueuse de l'organisation Ruska Roma. En fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que les mecs, tu sens que ça a l'air horrible. En fait, tu sens que les mecs dans les studios de Lionsgate et tout, ils sont convaincus que les gens ont quelque chose à foutre du lore de John Wick. Mais oui. Et qui sont là, genre, en fait, ça se passe pendant les événements de John Wick Parabellum. Qui est donc le 3, mais tu as pris Yuri. Moi, je l'ai vu, sincèrement. À part, je me rappelle à part Ali Berry qui se bat avec des chiens et Keanu Reeves qui fait du cheval dans les rues de New York, je me souviens pas du lore. Enfin, pardon, Émile, tu... Attends, non, mais viens nous parler dans le micro, bien sûr, si tu veux commenter. C'est stylé. Mais est-ce que tu te souviens du lore du truc ? Pas du tout, tu te souviens des scènes d'action et du pétage de gueule, mais tu te souviens pas du tout du lore du truc. Donc c'est fou. En fait, tu sens les petits mecs d'école de commerce là qui se sont dit oulala, on va faire un truc d'un univers connecté comme dans Marvel. Mais ils sont pris pour Star Wars en fait. Ouais, non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que les mecs pensent qu'on en a quelque chose à foutre. Mais on est d'accord qu'à la base, John Wick, c'est un mec dont on tue le chien. Et du coup il se venge parce que voilà. Parce que tuer son chien c'est mal. Tuer son chien c'est mal. Et moi jusqu'ici j'étais ok. Ce n'est pas qu'un chien. Ce n'est pas qu'un chien, non, puisqu'il a aussi perdu sa femme, etc. Bref, d'ailleurs c'est bizarre là. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais comprendront ceux qui ont vu le film. C'est qui, Ana de Armas, c'est donc une tueuse. Dis-moi en plus, Laurent. Oui, c'est une tueuse. On passe beaucoup de temps d'ailleurs en début pour t'expliquer d'où elle vient. Bon, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc en fait, c'est Ana de Armas qui fait partie de l'organisation Ruska Roma, qui est une des tribus de l'univers de John Wick, à laquelle appartient John Wick lui-même, globalement. Enfin, ce qu'on apprend dans le 2. Parce que clairement, dans le 1, ils n'avaient pas du tout l'idée de faire un lore et qu'ils en avaient rien à foutre, mais après, ils en ont fait un. Et donc, en fait, elle appartient à cette organisation et elle se venge des gens qui ont tué son père, globalement. D'accord. C'est ça un peu. Ça, elle le dit, je pense, 37 fois dans le film. On dit 37 fois dans le film, sachant qu'on passe peut-être la première demi-heure du film à voir que son père se fait tuer et après à tout son entraînement pour qu'elle devienne une tueuse, quoi. Ce qui est quand même globalement sans intérêt. En fait, le film est pas scandaleux, c'est-à-dire que c'est pas si catastrophiquement nul. On se fait pas méga chier, c'est pas l'enfer. C'est juste une espèce de copie un peu palote et un peu sans génie de ce qui faisait l'intérêt de John Wick. Il me semble que vous aviez tous les deux plutôt défendu le 4. Moi j'aime bien le 4. Ouais. C'est peut-être un des meilleurs des 4 d'ailleurs, enfin des 5 du coup. Mais, et celui-là c'est probablement le plus mauvais d'ailleurs des 5. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... on reprend en fait complètement les mêmes trames que John Wick. Ils essayent de rajouter un peu des nouvelles choses, mais tu sens que à part qu'il y a pas mal de scènes, il y a beaucoup de scènes d'action, qu'il y en a pas mal qui ont à peu près aucun intérêt et qui sont filmées sans la qualité en fait, sans l'intérêt de ce qui faisait le truc ou des premiers John Wick où c'était cool de voir qu'il y avait une vraie volonté de filmer de l'action, qu'il y avait une vraie volonté d'apporter une espèce de nouveauté, de renouveau d'un cinéma d'action qui était vraiment passé un peu sous les radars et qui était devenu un peu un truc des marveleries, quoi. Après, ça a lancé, en fait, le premier John Wick, il est intéressant en ce sens qu'il a lancé une espèce de mode des films de cascadeurs. C'est-à-dire que c'est les mecs qui ont fait Matrix
Et John Wick, c'est le premier film de cascadeurs vraiment où après lui il y en a eu des tonnes et des tonnes, enfin les trucs sur Netflix avec Chris Hemsworth, c'est un peu tous la même école en fait de chefs de directeurs de cascade qui passent au cinéma d'action parce qu'en fait ils savent diriger des scènes d'action et parce du coup qu'en fait, les films d'action un peu bas du front, c'était cool, il y en avait plus trop. C'est John Wick qui a un peu relancé la mode de ça et sauf que là en fait il y a pas. Le scénario est quand même vraiment mal écrit, c'est-à-dire qu'on comprend pas trop pourquoi il y a des personnages qui vont, qui viennent, il y a des trucs qui sont franchement sans intérêt. Globalement, l'histoire, elle est mal foutue, elle est mal cousue. Il y a des trucs de rapport avec la sœur de Ana de Armas qui est complètement bidon. On n'arrive absolument pas à s'intéresser au personnage parce qu'il apparaît à peine. Enfin, il y a vraiment des erreurs dans la manière dont le truc est écrit qui sont un peu fous. Après, je sauve quand même 2-3 scènes d'action. Une scène d'action avec des grenades qui est vraiment cool, une scène d'action avec des celle avec les grenades elle est vraiment drôle. Celle des grenades elle est vraiment cool, une scène d'action avec des lance-flammes qui est vraiment cool, genre quand même des gunfights avec des lance-flammes, c'est fun. Il y a un ou deux plans comme ça qui sont, il y a 2-3 bonnes idées, il y a 2-3 trucs mais c'est très très léger. Par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur un Netflix et par rapport à sur un John Wick. Sur un John Wick, excusez-moi, je suis fatigué. Par rapport à tout ce qu'on est en droit d'attendre de cette série qui à chaque fois en fait amenait quelque chose au moins visuellement intéressant. Mais j'allais dire justement dans ces films. C'est plus le même réalisateur puisque les 4 John Wick visiblement c'était Chad Stahelski qui est donc un cascadeur. Là c'est Len Wiseman qui est le réalisateur des Underworld. Des 2 premiers et du Total Recall là l'espèce la version mode récente de Total Recall. Ils ont fait un Total Recall avec il y a eu une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années ouais. Donc c'est ce type là qu'ils ont été chercher pour faire le avec Colin Farrell. Oui, c'est là. Tout à fait. Mais donc du coup, je l'ai vu en plus. Donc du coup voilà, c'est une espèce de version un peu Wish de John Wick quoi. Donc j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de regarder ça. Et tu sens qu'ils en font un peu des caisses sur l'or pour dire regarde c'est John Wick, c'est vraiment un truc qui a. Ils te ramènent John Wick alors qu'il est pas censé être là. Alors qu'en fait, il y a en dehors en fait de cette espèce de rapport ramené au forceps. En fait, il y a rien d'un John Wick dans le fond, tu vois. Donc vous sauvez pas du tout ce John Wick 5 en fait, il faut quand même dire que le film a été tourné en 2022, il y a 3 ans. Et parce qu'il y a eu plein de reshoots. Par Len Wiseman. Et et il y a eu 3 mois de reshoot. Et c'est pour ça que je parlais dirigé par le réalisateur original des John Wick. Donc en fait, ils l'ont ramené pour en fait sauver les meubles. Probablement faire les 3 bonnes scènes du film. Et globalement, je pense que c'est ça. Et parce que du coup, la première vraie scène d'action se passe pendant une boîte de nuit. Et là, c'est que tu vois en fait tout l'échec du film. Et là, tout en fait le non-talent de Len Wiseman, c'est que les mecs se bastonnent dans une boîte de nuit où tout le monde danse, les gens se tirent dessus. Et les mecs continuent de danser. C'est dans GTA Vice City. C'est ça. En fait, là, ils sont là, comme ça. Et en fait, il y a des mecs qui sont dérouillés à la pelle. Et en fait, les gens sont là, c'est cool. En fait, c'est marrant. Vraiment, il y a une espèce de truc. Dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est aveugle. C'est le même concept qu'ils avaient fait dans John Wick 4. Sauf que dans John Wick 4, il avait joué vachement plus intelligemment avec un truc de son et tout. Et il y avait une vraie notion de la danse, de la chorégraphie. Et du coup, c'est là où tu vois qu'en fait. Parce que le bruit pourrait couvrir les balles. Voilà. En fait, là, tu sens qu'en fait, le film a vraiment le cul entre deux chaises en ne comprenant pas qu'est-ce qui fait l'intérêt de jouer avec l'environnement, de faire une scène d'action qui a plusieurs tiroirs où en fait tu vas commencer par un truc et ça va te mener d'un truc. Et notamment la scène d'action des grenades, il y a un truc assez marrant où quand elle fait péter des grenades, ça fait péter des murs et du coup elle passe de l'autre côté. Donc il y a un truc comme ça avec la géographie du lieu qui est assez drôle. Moi je sauve aussi la scène au lance-flamme où franchement les gars, si vous sauvez 2 scènes, on va pas transforme. Après la scène au lance-flamme elle dure je pense bien 15 minutes et elle crame l'intégralité d'un village. Enfin elle transforme en bratwurst tous les habitants d'un village en Autriche quoi. Donc c'est vraiment un peu moi je suis là pour ça, c'est plutôt plaisant. Et en fait je trouve le film assez généreux quand même dans l'enchaînement qu'il a des scènes d'action. Oui. Elles sont pas très bien, mais il y en a un peu. Il y a pas de blabla quoi. Mais on peut pas encourager les gens à remater les John Wick plutôt? Si, mais après. Déjà tranquille. Ouais. Déjà tranquille, t'es très énervé par le film alors que tu l'as pas vu. Non, mais parce que moi je suis désolée, je suis complètement paumée, je comprends plus où il se passe, celui-là pourquoi il se passe dans l'univers du 3, enfin pendant le 3 et pas après. En fait, il passe un peu à côté du potentiel que pouvait avoir ce personnage et tu sens que le truc est sabordé dès la première minute parce qu'en fait, il y a une scène dont j'imagine qu'elle était la scène d'intro du montage d'origine parce qu'elle est vraiment pensée comme ça et elle est hyper cool et tu dis putain en fait ça et le problème c'est qu'elle arrive au bout de 25 minutes de ils ont tué mon père, je dois me venger, gna 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 gna. Et en fait, au bout de 25 minutes, on en ras le cul, t'as compris qu'ils avaient tué son papa, t'as compris qu'elle va se venger.
Et en fait, du coup, cette scène d'intro du personnage hyper cool, elle arrive au bout de 25 minutes, t'en as déjà marre, et quand ça démarre trop tard. Et avec des scènes où en effet les mecs captent pas en fait l'enjeu de ce qu'ils font. Après, moi l'idée qu'il y ait tout un village en Autriche où tout le monde fait du kung-fu, moi j'aime bien, c'est plutôt marrant, mais bon. Ouais, et puis c'est en hiver, c'est rigolo, il y a de la neige. Mais en fait, le truc, c'est qu'on sent le vrai accident industriel, c'est-à-dire les mecs. Mais qu'ils arrivent quand même à sauver. Où le film est suringénéré. Est-ce que je suis toute seule à pas comprendre ce qui est en train de se passer ? Ils ont commencé par dire que c'était une catastrophe, et là ils sont en train de dire c'est quand même un peu cool. C'est pas mal, il y a de la neige. C'est pas mal, il y a de la neige, c'est un accident industriel, mais il faut y aller. Les gars, on n'encourage pas les gens à freiner à côté d'un accident. Non, c'est pas ça, c'est que c'est clairement un accident industriel, que tu sens qu'il a été suringénéré par des mecs de studio qui se sont dit bon, en fait, le truc a été refait 2 fois, enfin c'est n'importe quoi. Mais au final, ça se regarde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire c'est tribunal, ces gens-là devraient aller à la Mais c'est des nouilles instantanées. Mais oui, voilà. Oui. Voilà, ça devrait sortir direct en vidéo et c'est pas très sérieux. Clairement, ça ne mérite pas tout le tintouin qu'on fait autour de. C'est l'univers de John Wick. Mais d'ailleurs, il y a une série aussi dans l'univers de John Wick. Elle est nulle. Non, mais les gars, j'ai vu qu'il y avait des BD, des jeux vidéo. On n'est pas prêt, c'est le prochain Marvel. Donc, je vous pose la question est-ce qu'on le recommande à des initiés ? Les initiés l'ont déjà vu, je pense. En fait, quand il sortira illégalement sur Internet, vous pourrez le voler, quoi. Attention, la Ruska Roma va venir te tuer. Voler, de le regarder défoncer avec des potes, enfin un truc. Je pense que c'est plus fait pour ça, ouais. Alors on change radicalement d'ambiance pour Cloud, le nouveau Kiyoshi Kurosawa. 工場が辞めた。本気なの？計画があるんだ。生活を変える。お金だってもっと使えるようになる。 Alors Cloud, c'est l'histoire de Ryosuke, pardon, je prononce déjà mal son nom, ça commence bien, qui place Ryosuke, qui plaque tout pour vivre de la vente en ligne, mais bientôt certains clients menaçants resserrent les taux autour de lui sans qu'il en comprenne les raisons. Son rêve d'indépendance vole en éclats. On est dans un Japon hyper connecté où fuir est impossible, surtout quand on ignore les règles du jeu. Je pense que je vous apprends à peu près de quoi parle le film, parce que j'ai compris que vous aviez eu une réception assez floue. Alban, peut-être en premier, est-ce que ce pitch te semble proche de ce que tu as vu ? Oui, assez proche. Enfin, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'on a affaire à un personnage qui revend des trucs sur Internet, qui se fait du blé là-dessus et qui se fiche pas mal de savoir si c'est de la contrefaçon, si les objets qu'il vend sont de marche ou pas. Et en fait, le film est quand même composé en 2 parties. Une première partie qui traite exactement de ce sujet-là. Et on va voir un petit peu les magouilles de ce gars-là, alors que ça a l'air d'être quelqu'un de très lisse, très innocent, l'air de pas du tout y toucher. Et en même temps, parfois, il y a des sortes de sauts d'humeur ou d'éclairs de lucidité sur ce qu'il est en train de faire et des fautes qu'il est en train de commettre. Puis à un moment, le film bascule totalement dans une sorte de chasse à l'homme, cambriolage qui se transforme en chasse à l'homme, puis en tuerie à la fin du film, même sur la grosse dernière demi-heure du film, 45 minutes du film. Et là, on ne sait plus du tout de quoi le film veut parler, parce que le problème, c'est qu'on a affaire à 2 films presque différents, avec le même ton. Et on a l'impression que Kurosawa essaye de dire quelque chose de la société japonaise comme il le fait dans chacun de ses films, de dire quelque chose des dangers en fait d'Internet, de cette société marchande qui se développe sur Internet ou sur le dark web. Le problème, c'est que ça marche un petit peu dans la première partie du film, même si je trouve que on est quand même assez loin des personnages et de ce qu'il veut raconter, à la fois assez loin de leurs histoires et de leurs magouilles. On a un personnage aussi de femme qui joue l'amie ou la copine en fait du héros, dont on se fiche pas mal en fait de la destinée et qui est en plus traitée d'une manière complètement archaïque, c'est-à-dire qu'elle est là pour l'oseille et qu'elle sert pas à grand chose si ce n'est à vouloir tromper son cum. Et ensuite, dans la deuxième partie, on a un déchaînement de violence avec des armes, avec de la torture, etc. Et je pense que cette partie-là cherche à dénoncer quelque chose. Le problème, c'est qu'il propose plus rien en termes de cinéma. Le film ne vaut plus que pour la dénonciation, en fait, que pour le message qu'il essaye de porter. Sauf qu'en fait, on est nulle part. Et c'est soit il en fait pas assez dans ce délire totalement qui vient des ténèbres et des enfers, soit il en fait trop dans le côté réaliste. Donc on a un problème d'équilibre de ton, je trouve, ce qui fait que je m'y retrouve pas du tout et que j'ai complètement lâché en fait le film dans sa deuxième partie, alors que ça pouvait me choper à certains moments. Félix, tu rejoins l'avis d'Alban un peu en 2 parties. Ouais, complètement. Moi, le postulat de départ en fait me plaît. Le dropshipping, je trouve ça hyper intéressant. C'est assez peu traité. Il le filme plutôt bien. En plus, il rend ça assez ludique avec des cases qui commencent à clignoter, qui deviennent rouges quand t'as des articles qui sont achetés. Enfin, je sais pas, genre il réussit à transmettre ça sans en faire des caisses. Et du coup, ces personnages qui sont un peu rongés par un espèce de consumérisme, pourquoi pas ? Enfin, je trouve que c'est intéressant. Et effectivement, le problème, c'est qu'ensuite, quand il déroule, très vite, ces personnages en fait tournent quand même très vite, à vide.
Le pire étant que, du coup, dans cette espèce de deuxième partie, on nous dévoile progressivement parce qu'au début, il y a un peu un espèce de mystère. On sait pas trop qui sont les gens qui veulent du mal à ce protagoniste. On les a déjà vus, pour la plupart. Alors, oui, enfin, au début, tu le sais pas. Et en fait, finalement, progressivement, tu te rends compte qu'effectivement, c'est des gens que t'as déjà croisés. Donc, ça, malheureusement, ça rend assez matériel, en fait, cette menace. Et du coup, ça marche pas. En tout cas, c'est pas la force du cinéma de Kurosawa, qui est quand même un cinéma beaucoup plus porté sur le spirituel et sur un peu presque l'horreur métaphysique. Et il y a des moments du coup de parsemer dans la première partie qui fonctionnent. À partir du moment où on bascule, moi j'y crois plus trop parce que forcément voilà, je connais les méchants, donc ils me font plus peur. Et surtout, je comprends pas ces méchants. C'est-à-dire que leur psychologie, elle est incompréhensible. Vraiment, il y a aucune backstory de rien. Enfin, j'ai juste l'impression qu'ils sont fous ils sont juste méchants, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, c'est un peu le cas de tous les personnages. D'un coup, on perd complètement la psychologie. Alors que dans Ballerina, on aurait su que leur père est mort, leur sœur est à l'hôpital. Enfin. T'as vite fait justement des backstories qui pop ça et là, mais qui du coup les rend juste sociopathes. Enfin, bref, donc effectivement, moi, il me perd complètement là-dedans, et je pense qu'il y a, et je pressentais en regardant la bande-annonce, il y a un problème de ton, en fait, effectivement, comme tu le dis, mais qui s'adapte pas du tout au style de Kurosawa, qui a un style qui est assez marqué. Il aime bien faire des plans larges, assez longs, qui s'ancrent dans la durée, et du coup, pour filmer des courses-poursuites et des gens qui se tirent dessus, forcément, ça marche pas. C'est vrai que c'est vraiment mou, quoi. Ouais, exactement. Et en même temps, il réussit pas à créer d'atmosphère, et donc du coup, juste cette deuxième partie, elle prend pas du tout. On est très loin de tout ce qui se passe, et effectivement, on aboutit sur une séquence de fin qui est hyper curieuse esthétiquement, qui est peut-être la séquence la plus intéressante quand même, mine de rien, du film, parce qu'elle est très étrange, et en même temps elle est hyper littérale. T'as vraiment des personnages qui te font des tirades de t'as compris un peu le message du film, mais pour en fait pas grand chose. C'est-à-dire qu'il finit juste sur une espèce de métaphore un peu pourrie du capitalisme, où en fait à la fin c'est l'argent qui gagne. Bon, ok, mais j'ai pas l'impression qu'il a grand chose à me raconter en fait en faisant ce film, alors que je trouve vraiment le postulat prometteur, donc très déçu moi pour ma part. Je parlais de réception floue, Manon, toi t'as eu l'impression de pas comprendre grand chose? Ouais, complètement. Enfin, la deuxième heure, en fait, enfin, vraiment, le film dure 2 heures. T'as 1 heure d'installation qui est, comme vous le disiez, en tout cas, il y avait plein de choses intéressantes à faire. Et effectivement, la deuxième heure d'action, j'étais en mode Alban, genre, c'est qui ce dude qui débarque encore? Enfin, vraiment, tu comprends. Tu l'as pas dit à l'antenne, mais. Je vais y revenir. Tu vas y revenir, ouais. Mais ouais, je suis hyper perplexe parce que moi, j'ai vu que Cure de Kurosawa, mais j'étais hyper enthousiaste à l'idée de voir ce film parce que Cure, j'avais trouvé ça vraiment bien. Ouais. Mais là, c'est vraiment une occasion manquée parce que le sujet, génial, enfin. Parler de tout le cynisme du capitalisme comme il le fait, en tout cas dans cette première partie, je trouve qu'il y a une super séquence où on voit à quel point le mec il a zéro limite, c'est-à-dire qu'il va genre acheter à un mec des espèces de figurines de collection en gros, et en fait on voit que devant t'avais je sais pas combien de fans qui attendaient et lui il grille tout le monde, et enfin bref, et en fait on nous installe comme ça, genre à quel point... pour faire monter les enchères après. Ouais, voilà, exactement. Et il y avait quelque chose de vraiment une super farce à faire sur ça, sur le capitalisme et tout ça. Dans le résumé, on parle d'un Japon hyper connecté, même si on ne le voit pas tant que ça dans le film. Enfin, c'est un peu loupé, je trouve. Mais effectivement, après la deuxième heure et ce déchaînement de violence... Enfin, j'ai pas compris qui étaient les personnages. On comprend même pas vraiment comment ils ont son identité, comment, enfin tout ça est vraiment flou. On sait même pas pourquoi ils pourchassent pour certains. Parce qu'ils se sont fait arnaquer, quoi. Mais son patron, on n'est pas sûr. Oui, tu le devines. Mais moi, de pas avoir la backstory de ces gens me dérange pas. Je trouve que juste le principe qu'ils se sont fait arnaquer par ce gars, ils sont vénères et ils veulent le buter. Pourquoi pas? Il y a un côté farce qui est, je trouve, assez intéressant. Mais là, c'est vraiment, on est dans un home invasion, mais il n'y a même pas de suspense parce qu'on ne sait même pas qui est qui, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Enfin bref, c'est vraiment... Moi j'y reviens. Alban, c'est qui Sano? Non, mais c'est ça le problème. Ce FDP de Sano. C'est ce putain de Sano le problème. Notre conversation privée, s'il vous plaît. Ce FDP de Sano. En fait, il arrive en plein milieu en tant qu'assistant du héros pour l'aider à, je pense, trimballer ses cartons, préparer ses commandes et tout ça. Et le mec se transforme en suppôt de Satan au milieu du film où en fait il tire sur des dudes avec des snipers, des flingues. Et il dit après. Dit comme ça a l'air d'être un chef-d'œuvre. Hein. Après, il va voir le gars et il lui dit si t'as encore un problème, tu m'appelles et on nettoie tout. Et en fait. Alors qu'il se fait virer par ce. Et en fait, je me dis pourquoi pas si le film part complètement en couille. Je me dis moi, je veux bien voir ce gars, je veux bien le mettre qui défonce des gueules gratos, mais il faut que le film me propose autre chose en termes de cinéma. Et c'est pas le cas, tu vois. Est-ce que John Wick arrive à un moment?
Non, mais je pense qu'on va aussi. C'est son équivalent japonais. Je me demande s'il n'a pas voulu faire un peu un réservoir dog aussi à un moment dans le hangar, mais même ça c'est nul parce que l'action. En fait, je pense qu'il y a des moments drôles avec des guillemets qui marchent pas parce que juste il est pas fait pour faire de la comédie, quoi. Enfin, genre juste. Ouais. Il y a un autre point que j'aimerais soulever et je trouve que la deuxième partie du film le gage, c'est justement de montrer. Il le fait par moments, à la fois dans la première partie et au moment de basculement entre les deux parties, toute la misère sociale que ces arnaques sur Internet génèrent. Ouais. En fait, il va filmer l'envers du décor de ces personnages qui sont livrés à eux-mêmes, qui errent dans les rues de Tokyo, qui habitent en fait dans des sortes de garages ou de dépotoirs. Et en fait, c'est dommage qu'ils montrent pas plus ça et en fait de mettre ça en contraste avec la vie du héros qui lui potentiellement a réussi dans l'arnaque. Et je trouve qu'en fait, il en fait rien et que du coup, sa critique sociale, en tout cas sa satire, elle tire complètement en vide, quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'il avait un sujet qui s'annonçait bien en fait. Ouais. Donc une grosse déception. Ah une grande déception. Mais du coup, moi, j'en profite juste pour faire une petite reco de la perche dans la critique. Il y a aussi un moyen métrage que Kurosawa a réalisé qui s'appelle Chime, je sais pas comment on dit. Voilà. Pardon. et ça pour le coup c'est vachement bien parce que on retrouve un peu justement, je trouve la tonalité propre à Kurosawa qui moi m'a terrifié dans Cure. Donc vraiment voilà, si vous voulez voir de la grande maîtrise formelle. Ça se passe dans une cuisine, non, c'est ça ? Ouais, on suit en fait des cours de cuisine et il y a un des élèves justement de ce cours-là qui va voir son prof et à un moment donné qui lui dit j'entends un bruit de carillon dans la tête, j'ai l'impression que la moitié de mon cerveau est une machine. Voilà. Et il faut dire que ça sort aujourd'hui, enfin ça sort le même jour, ils le sortent en compagnonnage avec Cloud. Exactement. Oui, mais Chime est sorti la semaine dernière, je crois. C'est pas au sein de la même séance. Non, c'est pas au sein de la même séance et ça dure je crois 45 minutes, un truc comme ça. Alors avant d'aborder notre focus de la semaine, puisque c'est notre porte d'entrée vers le focus, on va écouter la bande-annonce de The Last of Us saison 2, la série HBO. You want to start or what? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire exactement pour pas spoiler, parce que bon, la fin de la saison 1, c'est la fin du premier jeu vidéo qui nous laissait avec un twist assez majeur sur l'histoire de Joël et Ellie. Peut-être rappeler quelle est l'histoire de Joël et Ellie. Oui, alors effectivement, tu as raison, on peut raconter effectivement la saison 1, mais en gros, on est dans un monde post-apocalyptique envahi par des zombies, et Joël est un homme qui a perdu sa fille au début de l'invasion et à qui on demande d'escorter une adolescente qui serait... qui serait immunisé contre le virus zombie à l'autre bout du pays, et donc la saison 1 raconte cette espèce de road trip entre les deux et évidemment la relation père-fille de substitution qui se crée en chemin avec effectivement un spoil un twist, mais je pense qu'on on révèle pas forcément, on révèle pas, un twist à la fin de la saison 1 qui provoque une nouvelle cavale de nos héros. Voilà, on sait qu'à la fin de la saison 1 ils ont rejoint une petite ville qui est en train de se créer de survivants, dans lequel il y a aussi le frère de Joël, qui est le maire de la ville. Et on les reprend en fait dans la saison 2, plusieurs années plus tard, alors qu'ils vivent dans cette ville et qu'ils sont membres de cette communauté-là. Toujours dans ce monde post-apocalyptique rempli de zombies champignons absolument dégueulasses. Et c'est toujours Pedro Pascal et Bella Ramsey qui sont nos deux héros superbes. J'ai pas trop envie d'en rappeler plus parce qu'on se rend compte que c'est l'adaptation du deuxième jeu vidéo. C'est l'adaptation du deuxième jeu vidéo. Ça reprend la trame de la moitié du deuxième jeu vidéo environ, parce que la série n'a que 7 épisodes cette fois-ci, ce qui est 2 de moins, je crois. C'était 9 la dernière fois. C'était 9 la dernière fois et là cette fois c'est 7. Et donc c'est un petit peu plus court et ça raconte du coup comment. On va pas trop en parler, mais comment Ellie va repartir ailleurs aux États-Unis pour aller traquer des gens. Enfin, vous regarderez la saison. Si vous avez bien aimé la saison 1, de toute façon, vous allez bien aimer la saison 2. Si vous avez joué au jeu et que vous voulez retrouver la même histoire que dans les jeux, vous allez la retrouver très bien adaptée, formellement très bien faite, très jolie. Moi, je trouve que c'est quand même une des meilleures adaptations de jeux vidéo, qu'on sent que ça a été fait par des gens qui ont envie de respecter. Ça a été fait par le créateur du jeu, oui, simplement. Ça a été fait par Naughty, pas par Naughty Dog, pardon. Ça a été fait par le créateur du jeu. Neil Druckmann, qui a fait en co-création avec Craig Mazin, qui a fait le jeu. Et donc ça a été fait vraiment de manière très respectueuse et très solide.
Il y a 2-3 trucs sur lesquels moi je suis un petit peu moins d'accord. Par exemple, je trouve le casting de certains personnages un peu plus faible que par exemple dans le jeu où il y avait vraiment plus de travail en fait là-dessus. Enfin, en tout cas, avec des choix plus audacieux, je trouve. Là, on est dans un truc un petit peu plus consensuel que je trouve un peu moins intéressant. Mais dans l'ensemble, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai joué aux 2 jeux. Je connais déjà bien l'histoire du jeu. Donc, du coup, moi, je débarque un peu là-dedans. Yuri aussi, t'as joué au jeu? Oui, d'accord. Moi, pour le coup, j'ai regardé la saison 1 en sachant l'histoire parce qu'on me l'avait raconté du jeu vidéo, mais sans y avoir joué. Et donc du coup, bon, je suis pas surpris par ce qui se passe. Et en fait, c'est aussi bien que de regarder le jeu. C'est-à-dire que de jouer au jeu. En fait, on sent que c'est une très bonne adaptation. Et c'est très bien fait. Pour moi, c'est pas si fréquent. Pour moi, ça reste quand même à réserver aux gens qui ont plutôt pas joué au jeu, parce que je pense que la découverte est du coup plus solide et plus intéressante. Parce que honnêtement, c'est une très belle adaptation. Yuri, toi, t'es un petit peu déçu par cette saison 2 de The Last of Us. Ouais, alors je précise que j'ai pas vu le dernier épisode, mais j'ai vu les 6 premiers. Oui, je suis un peu plus déçu parce que je trouve qu'en fait, ils font pas mal de choix qui, moi, me semblent assez dommages. Je trouve qu'ils vont trop vite sur certains points et qui passent, au contraire, trop de temps sur d'autres. Je trouve que justement, tout ce qui fait l'intérêt aussi du jeu, c'est d'explorer des univers, de voir des... Enfin, il y a tout un... Il y a un art du level design et justement de la, comment dire, simplement de l'environnement, ce qu'on appelle le storytelling environnemental en jeu vidéo, mais en gros de raconter une histoire par l'environnement, par les lieux, que le film fait assez, enfin la série fait assez peu, et elle rajoute un peu des espèces de nouvelles règles en fait, c'était déjà dans la saison 1, mais les zombies sont plus intelligents. Ça c'est déjà dans le jeu en fait. Hein. Les zombies plus intelligents. Si. Ils communiquent par leurs racines. C'est pas dans le jeu ça. Pour moi c'est dans le jeu ça. Non, les racines c'est pas dans le jeu. Ça je suis convaincu. Et en plus je trouve que je trancherai pas la question. Et en plus je trouve que la série fait un choix que je trouve très dommage de mettre très tôt, là, dans la saison 2, des scènes qui arrivent à la toute fin du jeu. C'est-à-dire que la scène du flashback avec Joel, où il lui dit un peu des trucs, ça arrive là à l'épisode 6, et alors que dans le jeu, c'est beaucoup plus tard. Et en fait, toute la résolution de l'arc d'Ellie, globalement, là, j'ai l'impression qu'ils me l'ont déjà servi, alors que, techniquement, elle devrait arriver plus tard. Donc, je suis un peu mitigé, je trouve qu'on se fait un peu plus chier quand même que sur la saison 1. Je te trouve très dur quand même. Vous êtes pas obligé, d'accord. Come and fight me en fait. Et écoute, jingle du focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett qui est l'aviateur anglais. Voilà. Puisque l'idée c'était d'utiliser cette saison 2 de The Last of Us pour parler des adaptations sur le petit et le grand écran de licences de jeux vidéo. Alors pour parler de ça, alors déjà je suis avec les 3 gamers comme de l'équipe que sont Laurent, Félix et Yuri. Je précise que je ne suis moi pas du tout friande de jeux vidéo, donc je vais probablement être un petit peu larguée. C'est bien, je vais pouvoir faire la police s'il y a des mots qui sortent que je ne connais pas. Me porgue. Mais pour commencer, Laurent, ça fait combien de temps qu'on adapte des jeux vidéo en sachant que pendant longtemps les jeux vidéo c'était assez déconsidéré, on considérait que c'était pour les décérébrés. En fait, c'est marrant parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'était un peu la base que je pensais, la manière dont le cinéma traitait le jeu vidéo. Et en fait, c'est un petit peu plus complexe. On va voir en fait que le jeu vidéo d'une manière générale et l'industrie audiovisuelle, ça a une histoire assez entremêlée à partir du moment où le jeu vidéo est créé dans les années 70-80. Et en fait, évidemment, le jeu vidéo s'inspire du cinéma, mais bon, on va pas parler de ça. Enfin, les Inbrams, il y a d'innombrables exemples. On va pas passer des heures là-dessus, mais et en fait, au moment où les jeux vidéo apparaissent, c'est plutôt la télé qui va rapidement s'y intéresser d'un côté, et on verra que le cinéma lui a une posture un peu différente parce qu'il va à la fois adapter, enfin réfléchir le jeu vidéo dans son univers de cinéma, mais pas faire beaucoup d'adaptations, que ça va arriver un peu plus tard. La première trace en fait par rapport aux jeux vidéo que moi j'ai trouvé, c'est Tron, qui est sorti en juillet 1982. Tron, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, J'ai vu les Tron. Oui, alors parce que le 2 il est sorti en 2010, je crois. Tron Legacy, ouais. Non, un peu plus tard que ça. Ouais, enfin je sais plus. Mais moi, 2011 peut-être. Ouais, non, j'avoue, t'as raison. C'est genre le premier, c'est juillet 1982. Et Tron, c'est un jeu vidéo au départ. Non. Justement. Ah non, c'est l'inverse. C'est un film qui parle de jeux vidéo.
Ah, un film qui parle de jeux vidéo, pardon. C'est pas Elle m'a fait déjà larguer dans le c'est un premier film qui fait du jeu vidéo son sujet principal. Et à la télé, alors pour le coup, c'est une adaptation de Pac-Man qui est sorti en série d'animation en septembre 1982. Donc vraiment, genre 2 mois après. Alors évidemment, Pac-Man, c'était déjà très connu à l'époque, c'était déjà une des grosses licences de jeux vidéo. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on prend le cinéma, on voit qu'au début, plutôt, ça va être des films qui vont parler de jeux vidéo sans chercher à en adapter. Donc il y a évidemment Tron, mais il y a aussi War Games en 1983, qui est un film assez connu. J'ai trouvé un film totalement improbable d'Agnès Varda, qui s'appelle Kung Fu Master, qui est sorti en 1988. Émile, tu l'as vu ? Émile l'a vu. Qui est sorti en... Je l'ai vu aussi, mais ça... Ouais, non, voilà. Non, c'est pas sur le pilote, c'est sur un jeu d'arcade qui s'appelle Kung Fu Master, qui est un jeu d'arcade de 1984. Oui, mais le film parle pas de ça, c'est juste qu'à un moment, dans le film, le gamin joue à... Le film parle pas trop de ça, c'est-à-dire que c'est le comment dire, c'est pas adapté. C'est pas vraiment adapté, mais c'est pas adapté, mais ça parle du jeu vidéo, quoi. Parce qu'au début, en fait, le cinéma n'adapte pas de jeux vidéo, ils en ont rien à foutre pendant au moins une bonne dizaine d'années. Et donc, en fait, c'est plutôt un film de triangle amoureux étrange entre un mère et une fille, qui est jouée par Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, et un jeune adolescent qui est accro aux jeux vidéo Kung Fu Master, qui est le fils d'Agnès Varda, qui est Mathieu Demy, le fils d'Agnès Varda. On est dans un full camoulox. Bravo les années 80. Mais en fait, c'est marrant parce que ce type de cinéma qui va chercher le jeu vidéo pour l'adapter, on voit qu'il y en a plein et que ça arrive de tout le temps, en fait, au fil du temps. Existence de Cronenberg, par exemple. 99 Existence. Ouais, voilà, 97 ou 99, je sais plus. 99. Scott Pilgrim vs. The World d'Edgar Wright, 2010, Ready Player One de Spielberg, et en fait, il y en a plein d'autres qui reprennent un petit peu cette thématique. Et en fait, les 2 derniers étant adaptés eux-mêmes de comics qui eux-mêmes s'adaptent. Enfin, le Scott Pilgrim s'est adapté, je crois, d'une bande dessinée, et d'un bouquin. Et d'un bouquin, voilà. Pardon. Mais donc en fait, la manière dont le cinéma va traiter du jeu vidéo, beaucoup, c'est par un aspect extérieur qui va pas être des adaptations de jeux. On va parler du jeu vidéo comme objet, mais on va pas vraiment faire ça. Il faut attendre, en fait. Alors, la première adaptation au cinéma d'un jeu vidéo, ça date de 88, donc c'est quand même au début, mais c'est une adaptation japonaise d'un jeu qui s'appelle Mirai Ninja, un jeu d'arcade de 1984, un beat'em up assez classique des années 80, avec un ninja qui pète la gueule à des méchants du futur. Un beat'em quoi ? Mais qu'est-ce qu'un beat'em up, Laurent ? Un beat'em up, c'est en gros un personnage qui se balade dans un monde et qui casse des gueules à tout le monde. Il beat them up, il leur pète la gueule. Littéralement. Le film a l'air de reprendre la trame, c'est l'histoire d'un ninja du futur qui tape sur des robots. Voilà, c'est un truc des années 80. La première vraie adaptation de jeu vidéo qu'on a vue chez nous et qui a eu un peu un retentissement, c'est Super Mario, qui est sorti en 1993. Qui est un chef-d'œuvre. Qui est un scandale absolument total. Mais qui est en effet très drôle à revoir rétrospectivement. Évidemment, toujours les fans de jeux vidéo de l'époque s'en sont parmi. Il y a Bob Hoskins et John Leguizamo qui font strictement n'importe quoi. Il y a Dennis Hopper qui a l'air sous drogue, qui joue une espèce de Bowser reptilien. Enfin bon, tout ça est absurde. Ça ne respecte rien du tout de Mario. Enfin, je veux dire, clairement un truc. Mais c'est assez symptomatique aussi de la manière dont les studios s'emparent des licences de jeux vidéo à ce moment-là. Ouais. En fait, en disant c'est vraiment un truc pour adolescents décérébrés. Voilà. Donc en fait, on s'en fout, on peut faire n'importe quoi avec. Beaucoup de co qui ont fait n'importe quoi. Et c'est exactement ça. Et en fait, depuis, la qualité s'est pas forcément toujours améliorée. C'est-à-dire que soit on adapte les jeux vidéo dans des énormes blockbusters, type le Tomb Raider qui datait du début des années 2000 avec Angelina Jolie, qui était quand même un gros blockbuster qui a pas trop mal marché. Uncharted, plus récemment. Ouais, avec Tom Holland. Avec Tom Holland, qui a été quand même aussi un gros budget. Et il y a eu un nouveau Tomb Raider aussi avec Alicia Vikander. Ouais. Il est sorti celui-là déjà ? Ouais, il y a 10 ans. Okay. Oui, il y a un bon moment. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Et puis Minecraft. Dernièrement, bien sûr, donc vous avez dit tellement de bien. On a dit beaucoup de mal, mais en fait, c'est pas les trucs les plus scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a toute la série des Resident Evil de Paul W.S. Anderson, l'autre Paul Anderson, qui est responsable de trucs comme un peu interdits. Ça va même jusqu'à des films de Uwe Boll, cet obscur réalisateur allemand. Qui a fait une adaptation de Far Cry. Ouais. Qui a fait une adaptation de Far Cry et de Postal, ce qui sort un peu de nulle part. Et donc, on voit que jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y a pas encore de vraies lettres de noblesse du jeu vidéo dans le cinéma. Quoi. Mais tu sens ça que... commence. Mais tu sens que c'est un peu la nouvelle frontière pour les studios, que Minecraft, ça fait des scores de débile mental. Oui, et qui commencent à se rendre compte, mais en fait, on pourra peut-être faire quelque chose. Ouais. Et tu vois... Et aujourd'hui, A24 se lance dans la production d'un film Elden Ring. Les gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo, c'est pas grave. Elden Ring, c'est un énorme carton. Voilà, c'est un des plus gros. C'est récemment, il y a quelques années. Et réalisé par Alex Garland, donc un peu un tampon auteur. Qui a lui-même travaillé sur des jeux vidéo, Alex Garland. Qui a lui-même scénarisé des jeux vidéo, absolument. Ouais. Sachant que, par exemple,
quand on parle de Exitate, quand on a parlé à Cannes, qu'on a vu à Cannes en séance de minuit, c'est exactement en fait ce truc de on commence à adapter sérieusement des jeux vidéo qui font parler, ce qui est en fait pour le cinéma hyper nouveau. Et on le fait fidèlement en respectant la marque entre guillemets, en prenant leur jeu au sérieux, sans se foutre de leur gueule, sans le prendre pour des gamins débiles à qui on leur sert de la soupe de mauvaise qualité. Pour les fameuses nouilles instantanées. Voilà. Pour la télé, c'est un peu différent. Évidemment, très rapidement, c'est de la série animée pour enfants qu'on va faire. Il y a eu pas mal d'adaptations. Il y a eu des adaptations en série animée pour Mario, pour Sonic. Sonic, j'ai vachement regardé, moi, petite. Ouais, puis il y a eu plein d'adaptations. Alors, je vais pas passer 3 heures parce que j'ai pas tout noté. Et si je dis pas une bêtise, Pokémon c'était d'abord les cartes, mais il y a eu le jeu vidéo avant le dessin animé. Non, c'est le jeu vidéo d'abord, puis le dessin animé. C'était là où je voulais en venir. Pokémon, en fait, c'est ça qui va vraiment s'imposer. C'est d'abord un jeu vidéo qui est adapté ensuite en série et en carte, mais en réalité, ça a toujours été un projet un peu transmédia qui a été pensé un peu comme ça dès le début. Donc c'est vrai que c'est une adaptation sans être complètement une adaptation. C'est quoi le transmédia, Laurent ? Le transmédia, c'est un délire complètement à l'ancienne des années 2000 qui n'a pas vraiment marché, où on faisait des objets culturels qui étaient censés exister sur plusieurs types de médias différents, donc qui étaient transmédia et qui donc séries animées, jeux vidéo, cartes, qui était un buzzword, je pense, hyper cool dans les années 2000-2005 et qui globalement racontait tous une histoire connectée. Enfin, il y avait une histoire connectée. Si j'ai pas de bêtises, c'est le cross-média et non pas le transmédia. Pour moi, transmédia, c'est que ça existe sur les différentes plateformes, et cross-média, c'est que il y a un relais qui s'organise entre eux. Honnêtement, là, je pense que ça intéresse personne. Les buzzwords ringards il y a 20 ans, je pense que vraiment ça intéresse personne. Et donc en fait, ça suit un peu quand même l'idée de l'époque où les jeux vidéo, ça reste un peu un truc pour les gamins, et donc on le fait pour des gamins. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, le cinéma prend pas très au sérieux le jeu vidéo. La série, ça commence parce que avec en fait, très bizarrement, un truc que j'avais pas calculé, qui était une adaptation de jeu vidéo, mais Gangs of London, la série de Gareth Evans, qui est en fait adaptée d'une série de jeux de braquage qui date de début des années 2000, qui s'appelle The Gateway. C'est un cas hyper bizarre parce que les jeux sont pas forcément ultra connus, mais bon, ils ont quand même adapté, en plus, une adaptation sur console portable de la série, enfin un truc vraiment, vraiment obscur. Mais en fait, vraiment, les premiers cas, il y a eu Halo, qui a été adapté sur je ne sais plus quel network, j'ai oublié. Je crois que c'est Paramount, mais je vais vérifier. Paramount Plus, il me semble, mais qui a pas forcément, qui a pas connu un très grand avenir. Je crois qu'il y a que 2 saisons, mais qui était adapté relativement sérieusement. Et puis évidemment, The Last of Us, dont on a parlé sur HBO, et Fallout aussi sur Amazon. Ouais. Mais il a fallu attendre vraiment The Last of Us, un peu pour en avoir discuté, pour en avoir discuté avec un peu des gens de 40 à 50 ans, voire plus, qui bossent dans le milieu de la production, qui tombaient des nues quand ils ont regardé Last of Us, en disant mais en fait c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que pour eux c'était l'inverse. Eux ils regardaient la nouvelle série HBO parce que c'était le nouveau truc qu'il fallait regarder. Et ils devenaient complètement... Enfin, vraiment, tu leur dis non, mais en fait, en vrai, les gens qui jouent aux jeux vidéo, ça fait 10 ans qu'ils trouvent ça bien. Tu vois, ça fait 10 ans qu'ils disent que c'est bien. Parce qu'il y a un truc qui est disponible sur Canal Plus aujourd'hui. Allô. Parce qu'il y a un truc qui est un peu... Anciennement Paramount, mais aujourd'hui Canal. Ok. Parce qu'il y a un truc qui est un peu mal compris, je pense, par toute l'industrie globalement, c'est que le jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie culturelle. C'est-à-dire qu'en termes de revenus, en termes de place, c'est énorme. Alors, comparativement au cinéma, en fait, il n'y a même pas de débat. Et même en termes d'expérience culturelle partagée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui communément ont joué à Elden Ring que de gens qui ont vu le même film au cinéma. Ah, mais ça, c'est clair. Et alors justement, pour y venir, donc c'est comment on adapte un jeu vidéo, puisque... Oui, tu veux dire quelque chose? Non, mais en fait, ça va peut-être être en lien avec... Mais j'ai comment on adapte un jeu vidéo, puisqu'il y a un certain nombre de challenges qui se posent pour passer de l'un à l'autre. Je te laisse la parole, Yuri, dans 5 secondes. Mais pour expliquer pourquoi d'un coup on commence à adapter et correctement des licences de jeux vidéo, je pense qu'il y a l'industrie qui se rend compte effectivement que c'est rentable. Il y a un changement de génération un peu aussi. Et voilà, en fait, je pense qu'il y a juste des joueurs qui commencent à arriver au poste de réalisateur, au poste de producteur. Les premiers geeks, entre guillemets, aujourd'hui, les premiers mecs qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont déjà 50 ans, voire 55 ans, voire plus. Et c'est pour ça que j'aime... Donc, on en parlera peut-être un petit peu après. Il y a quand même une adaptation au cinéma que je trouve quand même pas mal, c'est le Silent Hill de Christophe Gans. Complètement, qui est un peu précurseur, qui est presque un peu trop fidèle aux jeux vidéo, c'est un peu son reproche, mais je trouve quand même que c'est un des films qui a le plus d'envie en fait de mélanger jeux vidéo et cinéma, quoi. Yuri, on va peut-être préciser que toi, tu as quand même travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, pendant 6 ans. Et du coup, la question de l'adaptation s'est beaucoup posée quand j'ai travaillé là-dedans.
parce que justement c'était en permanence, il y avait un intérêt, il y avait une volonté de la part des studios d'adapter leurs propres licences, et notamment Ubisoft l'a fait pour Assassin's Creed, et c'était très très mal passé, parce qu'en fait ils avaient eux-mêmes pas confiance, je pense que c'est ça qui s'est passé, ils avaient eux-mêmes pas confiance dans leur propre capacité de le faire, et du coup ils ont tout délégué à un gros studio américain qui leur a dit vous inquiétez pas, on gère. En fin de compte t'as un truc qui ressemble à rien et qui a été très mal bricolé, alors que c'était pas du tout une mauvaise idée de le faire à l'origine. Et en fait, c'est très difficile en fait à adapter. Je pense que là où c'est en fait très difficile à faire par des gens qui ne jouent pas ou en fait qui voient ça de loin, genre mes enfants jouent à Fortnite, parce que c'est de comprendre que la narration justement, elle passe pas que par des espèces de marqueurs culturels, elle passe pas que par des gimmicks, elle passe pas que par des univers, elle passe aussi c'est de comprendre pourquoi l'interactivité, en fait l'émotion que tu ressens dans un jeu, elle passe par une interaction, elle passe par le fait que tu as fait quelque chose avec ton cerveau, avec tes mains, et que le jeu te répond en retour, et que la réponse qu'a le jeu à ce que tu as fait, c'est de là dont va naître en fait l'émotion. Tu vas avoir toutes les cinématiques autour, toutes les animations, les acteurs et tout. T'es actif. En fait, t'es actif dans l'histoire. Et du coup, par conséquent, les meilleures, en fait, paradoxalement, les meilleures, je trouve, adaptations de principes de jeux vidéo, c'était récemment Flow, le film d'animation, parce que justement il reprenait ce truc de découverte, ce truc de voir le monde avec une... Qui n'est pas une adaptation, mais qui reprend un principe. Ouais. Qui reprend beaucoup de principes. Et il y a une vingtaine d'années, la séquence du couloir dans Old Boy, en fait, qui reprenait une séquence de beat'em up, littéralement. Littéralement. Et du coup, je trouve qu'il y a une sorte quand le cinéma s'approprie davantage des codes émotionnels et esthétiques, qu'il est le plus intéressant dans son adaptation. Si je peux juste clarifier peut-être pour des gens qui n'auraient pas vu Flow, ce que tu veux dire, c'est que Flow, on est à la hauteur de chat, à la hauteur de chat, et qu'on a vraiment l'impression de nous se balader dans l'univers et de voir un peu. Ouais. C'est un film d'exploration dans lequel tu dois un peu décoder tout ce que tu as autour de toi et tu as l'impression d'être vraiment en immersion. Il y a plein de micro-actions où tu as les chats ou les animaux qui vont faire des trucs sur des objets qu'ils ne connaissent pas parce que c'est des chats, et l'objet va faire une réaction et du coup ils vont comprendre que machin. Enfin, c'est presque. Il y a un truc très ludique. Et en fait, du coup, c'est un truc qu'on revoit aussi par exemple dans John Wick 4. Ouais. Dans la scène qui est repompée à Hotline Miami, qui est un jeu qui a... Mais donc en fait, t'as de plus en plus de films qui reprennent ces codes. Ouais, reprennent ces codes, adaptent en fait des manières de cadrer, des manières de voir le truc. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, aujourd'hui, c'est que pendant très très longtemps, les jeux vidéo ont essayé d'émuler le cinéma. Parce qu'en fait, quand tu vas dans un studio de jeux vidéo, la plupart des gens... C'est des énormes cinéphiles, mais ils continuent, bien sûr. C'est des énormes cinéphiles, ils essayent de reproduire en fait des films qu'ils ont vus. GTA en est le meilleur exemple, c'est juste une avalanche de citations de films, et on arrive aujourd'hui à un moment où des réalisateurs et des films tentent de s'approprier des codes de jeux vidéo. Donc en fait c'est une espèce de boucle qui est assez marrante, je trouve, à voir en ce moment. Et alors moi de mon point de vue de profane total, j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions que la question de l'immersion qui se pose. Il y a une question, c'est que déjà dans les jeux vidéo, effectivement, comme t'es actif, t'as la possibilité de pouvoir vivre, enfin je veux dire, dans certains jeux vidéo 10 000 vies. Enfin, je pense à GTA par exemple, où t'es pas du tout obligé de suivre les quêtes principales, tu peux vraiment te balader, il y a une espèce de liberté là-dessus, donc ça pose la question d'une narration qui serait ouverte. Et ça pose aussi une autre question qui est le multiplayer, le fait de pouvoir jouer à plusieurs dans des jeux vidéo. Et une troisième question qui est que le monde du cinéma est très très sceptique par rapport à des gens qui ne viennent pas du monde du cinéma, et le monde du jeu vidéo... C'est une industrie ultra snob. Hein. Et le monde du jeu vidéo est très très sceptique par rapport à des gens qui ne viennent pas du milieu du jeu vidéo. Donc en fait, c'est deux mondes qui se regardent un peu en chien de faïence, et que du coup, la difficulté vient aussi de là, que en fait, ils communiquent pas trop. Les uns sont en complexe de supériorité, les autres en complexe d'infériorité. Et du coup, il y a une espèce de vrai malaise en fait entre les deux univers, où en fait, souvent, on donne les clés à des gens qui font des films, et en fait, ils comprennent pas ce qui fait le sel de l'histoire. Et d'ailleurs, par ailleurs, ils considèrent que, et ça c'est une vraie citation de quelqu'un qui travaillait dans une grosse boîte de production française, m'a dit texto, mais il n'y a pas vraiment de scénario dans les jeux vidéo, il n'y a pas d'histoire dans les jeux vidéo. Alors que justement c'est complètement faux. Et enfin, deux trucs pour réagir là-dessus. Déjà, je trouve qu'il y a un phénomène de films bac à sable. Ouais. Donc les bacs à sable, c'est des jeux vidéo, c'est genre Minecraft, où en fait t'es dans un monde et tu peux un peu tout faire. En vrai, GTA plus ou moins peut être considéré comme les ça. Sims.
Et les Sims, c'est pas vraiment bac à sable, non? Bah si, tu peux faire ce que tu veux, c'est un simulateur. Pardon, j'ai rien dit. Et c'est vrai qu'en fait, tu retrouves cette logique-là. Il y a un film avec Reynolds qui s'appelle Free Guy, je crois, qui était sorti il y a quelques années, où en fait, ils ont essayé de se dire, ok, on est dans le monde genre un espèce de simili GTA et on va suivre le personnage un peu lambda qui est pas le héros, quoi. Et en fait, tu sens qu'ils reprennent exclusivement des jeux vidéo, le concept de pouvoir faire n'importe quoi et de pouvoir tout détruire, etc. Et un peu que rien n'a de matérialité propre. Et je trouve que c'est une logique que même les films Marvel, en fait, quelque part, ont repris aussi dans cette espèce de position de se dire, on va se mettre dans un espèce d'environnement qui est très souvent gris, c'est un parking, un machin truc, et en fait, va y avoir des figures comme ça, surpuissantes, qui vont se péter la gueule, mais dans le fond, effectivement, on raconte pas grand chose. Et ça, c'est quand même assez symptomatique d'une industrie qui prend, à mon avis, un code qui est juste erroné, parce que c'est intéressant quand t'es joueur, parce que t'as de l'interaction. Parce que tu fais quelque chose, de regarder des gens qui juste se cassent tout en fait dans un espèce de décor, et si tu racontes pas d'histoire, ça n'a pas d'intérêt. Et pour justement rebondir sur ce côté de narration ouverte, il y a un concept qui s'appelle la liquid narrative, donc la narration liquide, qui a été justement à la base théorisé pour le jeu vidéo, pour essayer de donner un nom et caractériser cette espèce de narration qui passe par plein de strates d'action, de micro-enjeux, de machin qui du coup n'est pas forcément une narration effectivement linéaire. Et bon, j'ai pas envie de vous saouler avec ce mec, mais il y a quand même un gars qui fait ça quand même depuis très longtemps et qui a un peu réfléchi à essayer de garder le côté actif justement des spectateurs. C'est Harmony Korine. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qu'il fait dans Spring Breakers et un peu dans tous ses autres films. Et c'est vrai que bon. Et même dans Gummo. Et même dans Gummo. Enfin, c'est pas stricto sensu du jeu vidéo, mais bon, lui, il est très intéressé par ça. Et je trouve ça intéressant d'essayer de réfléchir à pas forcément donc adapter stricto sensu les jeux vidéo, mais plutôt comment on peut reprendre comment le spectateur peut entretenir le même rapport avec un écran. En fait, l'émotion que tu as en jouant, comment la reproduire au cinéma. Moi, je trouve que ce code-là, la grande force du jeu vidéo, au-delà évidemment de l'interactivité, c'est on en a déjà parlé, mais c'est la narration par l'environnement, la narration par les objets, la narration qui est en fait un outil qui est relativement peu utilisé dans le cinéma parce que c'est compliqué en fait, créer des objets symboliques, construire des trucs autour d'un environnement, en fait, c'est difficile. Et je trouve que le film qui arrive le mieux à faire ça et qui reprend mieux ce code que j'ai vu dernièrement, c'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. C'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo, effectivement. Il y a un côté. Je vois très bien. Il y a un côté Sims à Auschwitz, ouais. C'est-à-dire que c'est ça. Et en fait, qui te montre, en gros, avec ce que tu vois autour, par ton environnement, par ce que tu vois toi-même, en fait, dans l'image, quelque chose de l'histoire qu'on te raconte. Et en fait, c'est très rare. Et quand ça arrive aussi rarement, on le voit et à peu près, on porte au nu en fait les mecs qui sont capables de faire ça, parce que c'est un peu la nouvelle frontière. En fait, c'est la vraie chose que le cinéma, à mon avis, et la série télé a récupéré en fait du jeu vidéo comme médium. C'est ça, quoi. Ouais. C'est reprendre en fait cette capacité à juste parce que t'es plongé dans un univers, plongé dans un environnement, tu vas comprendre des trucs en dehors par des dialogues ou par des combats, quoi. Et c'est vrai que Ready Player One de Spielberg, par exemple, c'est un peu l'échec du film, je trouve, où il réussit pas à capter cette espèce d'immersion justement dans l'environnement, où en fait t'as juste l'impression de voir un film lambda dans un environnement 3D un peu classique. Et c'est vrai que je trouve que ça marche un peu au début et que ça se perd, mais que la première, peut-être les premiers 3/4 d'heure, ça marche assez bien. T'as ce système avec les différents objets, les voitures, les trucs, etc., qui marchent un peu. Je sais pas comment dire, ça reste quand même. Moi, j'ai l'impression de voir un mec qui essaye d'imiter un peu ce que c'est un jeu vidéo, mais de pas réussir à complètement saisir la scène. Un peu comme Scott Pilgrim, tu vois. Ouais, alors que Code Lyoko fait ça très bien. Non, mais alors que Spielberg est quelqu'un qui est très intéressé par le jeu vidéo, qui a développé dans les années 90 une myriade de jeux vidéo absurdes, notamment un jeu vidéo, si je vous conseille d'aller regarder ça sur YouTube, ça s'appelle The Neverhood. C'est un jeu vidéo en stop motion, en pâte à modeler. C'est un des trucs plus cauchemardesques que j'ai vu de ma vie, et c'est assez incroyable. Et juste avant de George Lucas aussi, beaucoup de basculer sur la dernière partie, j'allais dire, il y a eu aussi des espèces de tentatives hybrides. Par exemple, je pensais à Black Mirror, mais c'est pas les seuls qui ont fait Bandersnatch, qui était un film interactif. Mais ça c'est presque un type de jeu vidéo qui existe depuis les années 80, les films interactifs. Dragon's Lair, qui est un jeu vidéo d'arcade, extrêmement dur d'ailleurs, où il fallait appuyer à la seconde près pour pouvoir passer à la scène suivante. c'est un truc qui est très connu, en fait. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'était disponible sur Netflix et tu pouvais cliquer, il y avait quelque chose. Des jeux vidéo d'ailleurs aussi maintenant. Mais est-ce que tu reprends vraiment le principe d'interactivité? Est-ce que c'est vraiment la substance du jeu vidéo? C'est en tout cas, ça se joue comme un jeu vidéo. Les jeux, la narration interactive est un sous-genre du jeu vidéo. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, le côté jeu dont vous êtes le héros. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un film? Moi, j'avais trouvé ça très frustrant parce qu'en 2 clics, j'étais morte dans Bandersnatch, donc je m'étais dit qu'en fait,
on était très prisonnier. Et d'ailleurs, il y avait très peu d'options. Enfin, j'ai trouvé ça très décevant de ce point de vue-là. T'en avais que deux, finalement, en fait. Finalement, t'avais que deux options. Et dès que t'essayais de faire un truc un peu improbable pour tester, tu mourais. Donc, c'était un peu. Renseigne-toi sur Dragon's Lair, tu vas voir, c'est apocalyptique. Il y a vraiment un truc complètement tentaculaire. C'est quoi, du coup, peut-être l'avenir de ça? On voit qu'il y a des gros studios qui commencent à s'emparer de licences. Pour moi, l'avenir, il est évident. C'est-à-dire que même on y arrive. C'est la nouvelle frontière des IP pour les studios, quoi. Les propriétés intellectuelles. Les propriétés intellectuelles. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les jeux vidéo et qui sont en âge d'acheter des tickets de cinéma. Donc, en fait, on va leur faire plaisir en leur pondant des adaptations de jeux vidéo plus ou moins bien réussi. J'espère quand même qu'on va venir vers une espèce d'augmentation de qualité, où on va se dire, on va arrêter de les mépriser et de se dire, mais en fait, peut-être. On va impliquer les gens qui ont fait les jeux dans la fabrication des films. Et surtout, ça c'est quand même un autre truc, c'est que les boîtes de jeux vidéo les boîtes de jeux vidéo, elles ont beaucoup plus d'argent que les boîtes de cinéma. Donc en fait, s'ils veulent faire leur truc, ils le font. Et donc il y a eu un exemple, par exemple, récemment avec Arcane, que je crois que je suis la seule ici à avoir regardé, qui est adapté de League of Legends. Et justement, ça c'est transmédia, par exemple, parce que c'est une œuvre qui étend l'univers justement de League of Legends, mais qui n'est pas cross-média parce que c'est pas une. Non, mais alors justement, j'avais lu un truc assez intéressant parce que Arcane, c'est une des séries les plus chères de tous les temps. C'est donc 2 saisons d'animation d'une qualité quand même visuelle. Vraiment remarquable, mais il y a un truc qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont fait donc 2 saisons, ce qui est un peu frustrant parce que t'as un peu envie que ça continue de s'étendre, etc., parce qu'ils se sont dit non, ensuite on va faire d'autres séries dans l'univers, etc., mais ils expliquaient qu'il n'y avait pas la transformation complètement qu'ils espéraient, c'est-à-dire que les gens qui regardaient la série ensuite se créaient des comptes pour jouer à League of Legends, mais en fait très rapidement n'y jouaient pas parce qu'ils retrouvaient pas ce qu'ils y voyaient dans le... Oui, alors parce que League of Legends, si tu te crées un compte aujourd'hui et tu vas jouer à League of Legends et que tu dis ça peut être sympa, tu te fais rouster par des Russes de 12 ans. Non, mais après, ils ont leur casque audio, ils sont là, genre ils t'insultent. Non, mais après ceci dit, j'ai jamais joué à League of Legends, j'ai absolument pas envie de jouer à League of Legends. J'ai adoré, je trouve la deuxième saison un peu décevante, mais la première saison d'Arcane, je la trouve assez prodigieuse. Parce que les mecs qui sont derrière, ils prennent ça au sérieux. Ouais. Et ça, c'est en effet un peu ce qu'on attend. Même si la vraie nouvelle frontière, ce serait réussir à apporter les trucs intéressants du jeu vidéo. Et il va y avoir aussi, dans un deuxième temps, c'est déjà en train d'arriver, une synergie industrielle de plus en plus importante entre le cinéma et le jeu vidéo, puisqu'en fait, toutes les boîtes d'effets spéciaux et de jeux vidéo commencent plus ou moins à travailler ensemble, parce que tous les moteurs 3D utilisés pour la génération d'environnement en temps réel. C'est photoréaliste en fait. Et en fait, c'est aujourd'hui utilisé beaucoup dans les effets spéciaux de cinéma, et notamment Epic Games a racheté le studio de Peter Jackson, Weta, à cet effet. Epic Games étant un énorme constructeur. C'est eux qui ont fait Fortnite. C'est les gens qui ont Fortnite, quoi. Donc c'est vraiment très cool. C'est eux qui ont fait League of Legends aussi, non, Epic? Non, ça c'est Riot. Ah, Riot, pardon. Riot Games, non, ça je crois que je vois ce que c'est. C'est ça, Riot Games. Sachant qu'en fait, les ordinateurs, enfin les consoles et les ordinateurs qu'on a à la maison, sont capables de faire de plus en plus tourner des trucs photoréalistes comme dans le cinéma. Donc en fait, la synergie, elle va finir par arriver parce qu'on va avoir les moyens chez nous de faire en temps réel des effets spéciaux de cinéma photoréalistes. C'est aussi qu'on est en train de développer de plus en plus des studios virtuels avec notamment, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'espèce de truc qui est oui, non, mais la volumétrie. The Volume, enfin bref. En tout cas, c'est studios là qu'ils ont, Marvel et Star Wars, pour tourner leur série. Mais qui tournent sur un moteur de jeu vidéo. Exactement, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de mélange comme ça technologique, et j'ai même presque envie de pousser plus loin. Je pense que les esthétiques de jeux vidéo, on les retrouve aussi parce que les caméras sont de plus en plus petites, donc du coup c'est de plus en plus facile de les accrocher un petit peu partout et d'avoir un rendu beaucoup plus immersif, même à la première personne. Il y a eu l'horrible exemple de Hardcore Henry, qui est un film tourné du point de vue d'une personne, donc on est vraiment en prise de vue subjective pendant tout le film, comme si c'était un espèce de jeu. Bon, évidemment ça marche pas parce que c'est chiant, mais je pense qu'il y a des gens qui progressivement commencent à utiliser un peu ce genre de technologie. En vrai, Furiosa, d'une certaine manière, on a parlé de l'horizontalité un peu de la séquence de Old Boy et du beat'em up. Je trouve que l'attaque du camion, il y a un vrai travail dans Furiosa qui est très vidéoludique et qui est permis par une évolution technologique. Et même en vrai, The Killer, je trouve que de Fincher, il y a par moments des moments qui font très jeux vidéo là-dessus. Donc je pense que c'est ça aussi. Je pense que les technologies vont évoluer et vont permettre peut-être de reprendre formellement ce qui est intéressant dans les caméras virtuelles, parce que en fait c'est de ça dont il s'agit, quoi. Et puis après dans les croisements, il y a le sous-genre dont tu nous avais parlé en carte blanche. Je vous renvoie vers ma carte blanche. Comment ça s'appelait déjà? Le machinima. Le machinima. Qui est un truc qui n'intéresse plus personne depuis 10 ans ou presque, qui est quand même un machin vraiment à l'ancienne. Félix, ça le fascine. Est-ce que je peux savoir quelle est peut-être la meilleure adaptation de jeu vidéo que vous ayez vue? Est-ce que c'est The Last of Us?
Oui, en série pour moi c'est clair, même globalement. J'ai beaucoup aimé Silent Hill. Silent Hill. Et toi, Yuri? Ouais, je dirais Last of Us aussi. Ouais. Eh ben, très bien. On passe à une autre série. Le dernier débat de la semaine, c'est Carême, série créée par Ian Kelly et Davide Serino. La nourriture, c'est ce qui fait un pays. Comme sa langue, son art. C'est le premier que nous connaissons. La nourriture peut parfois être plus éloquente que les mots. Alors, j'avais écrit un pitch, et puis en fait, je suis tombée sur le pitch Allociné, et vous connaissez la règle, quand le pitch Allociné est mieux qu'on pitch, je lis le pitch Allociné, et là, il est vraiment incroyable. Donc, il est aux petits oignons. Et il est surtout très très long. Dans l'Europe de Napoléon en plein bouleversement, Antonin Carême, un orphelin doté d'un talent exceptionnel, ne rêve que d'une chose, devenir le chef le plus célèbre au monde et donner ses lettres de noblesse à un nouvel art, la gastronomie. Mais pour cela, il va devoir passer un pacte avec le diable et devenir espion au service d'un homme machiavélique qui, lui, a élevé la politique au rang d'art, Talleyrand. Et c'est là que ça se gâte. D'après une histoire vraie, Carême nous entraîne dans un monde où la misère et la dureté des cuisines côtoient l'opulence des hôtels particuliers, où les vrais sentiments sont abîmés par les faux semblants et où la manipulation est reine. Bien décidé à sortir de la pauvreté et accomplir son rêve, Carême peut tout avoir, les femmes, l'argent, la gloire, mais à quel prix? L'amour, sa vie, son âme. C'est waouh. C'est long. C'est très 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 intense comme pitch, mais finalement ça résume assez bien l'affaire, non? C'est très ambitieux, je trouve. Je sais pas, Alban, peut-être lance-toi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette série Carême qui est donc disponible sur Apple TV et réalisée par Martin Bourboulon, le réalisateur notamment des Fels et des Mousquetaires. En termes de réalisation, en termes de mise en scène, en termes de ce qu'on attendrait, ce dont quoi je devrais parler en tant que critique de cinéma, je trouve qu'il n'y a rien de positif à sortir de ça. Sur l'épisode 4 réalisé par Laila Marakchi, c'est plus tout à fait la même DA. Mais j'ai quand même été accroché par cette série, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je trouve que la série s'attarde sur des personnages que je trouve moins particulièrement intéressants et qui me permettent en fait de rester accroché à cette série, au-delà du fait que la série est faite quand même, est construite pour que tu regardes le prochain épisode, enfin, il y a des cliffhangers à chaque fin d'épisode, etc. Je trouve que le personnage, notamment, moi qui m'a plu, c'est le personnage qui est interprété par Michal Esco, qui est le personnage de Fouché, qui est selon moi un personnage qui est très bien interprété et qui devient de plus en plus présent au fil de la série. C'est pour ça que j'en parle. C'est un personnage qui au début est un petit peu anecdotique, mais on s'attend bien, vu la renommée de cet homme-là dans l'histoire, que le personnage va prendre plus de place. Et effectivement, ça le fait d'une manière très naturel, et je trouve que la manière dont il a d'interpréter le mal, parce que c'est le mal ce gars-là, tu vois, c'est vraiment c'est une sorte d'espièglerie malsaine, perverse, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Sa scène d'intro dans le premier épisode est assez cool. On dirait qu'il se faufile, que c'est une ombre un peu comme ça, et je trouve que c'est très très bien fait. Je sais pas si Bourboulon avait bien écrit ce personnage ou si c'est vraiment un hasard cosmique du fait d'avoir casté Michal Esco, mais bref, je trouve que ce personnage me fait tenir dans la série. Après, c'est pas Bourboulon qui a écrit la série, c'est Ian Kelly et Davide Serino. Ok, peu importe. Voilà, je trouve que la série arrive à me choper sur ces personnages-là. Je trouve que là où c'est vraiment dommage, on peut reprocher plein de trucs, mais vous allez le faire. Moi, ce qui m'a vraiment manqué, c'est qu'on nous vend une série sur la bouffe. C'est-à-dire une série qui va nous faire saliver. On va voir la confection des plats, on va voir comment on mélange les sauces, la viande, etc. Et on ne voit rien de tout ça. Toi, tu veux la passion de Dodin Bouffon. Non, mais tu vois, c'est ce que j'ai aimé dans la passion de Dodin Bouffon, et c'est ce que je peux aimer aussi dans The Bear, et ce qui me fait plaisir en fait quand je regarde des séries culinaires. Et on arrive à me faire saliver à la radio dans une émission de bouffe. Je comprends pas pourquoi dans une série de 8 épisodes qui dure 8 heures, on n'arrive pas à me donner faim une seule fois, tu vois. Et je trouve que c'est un vrai problème, et c'est un vrai manque dans cette série-là. Et je ne crois absolument... Autant je peux croire en personnage de Carême, en magouilleur, en stratège, en espion, mais je ne le vois jamais en cuisinier. Et je trouve qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Est-ce que c'est dû à comment son col de cuisine est relevé ? Non, mais oui, il le met en relevant son col, avec la veste ouverte. Enfin, la série a plein de problèmes. Les personnages féminins sont, on dirait le film de Kurosawa. Enfin, c'est une catastrophe. Et voilà, je trouve qu'il y a des gros manques dans cette série. Il y a des gros problèmes de mise en scène, de réalisation, même des problèmes de scénario. Simplement, en fait, j'essaye d'être honnête, et j'ai quand même regardé les 5 premiers épisodes, et c'est efficace, ça marche sur moi, quoi. Laurent, est-ce que, avant de donner la parole, tu veux que je lise ce que Rita m'a envoyé ?
Vas-y. Parce que Rita m'a envoyé ses notes puisqu'elle ne pouvait pas être là et elle m'a vraiment envoyé donc Carême 2 points. C'est ce qu'elle devait avoir devant les yeux pour nous en parler, mais elle envoie Carême 2 points, le naufrage. Bourrin notamment sur le cul. Dialogue 2 points, métaphore plus exposition, le tout de manière vulgaire. J'ose le dire, tarte à la crème. Trouve-t-on une mise en scène cata en majuscule. 20 premières minutes, 4 scènes de cul, toutes dénuées de sex appeal et d'intérêt sur le plot. C'est sexuel mais ni sensuel ni appétissant et la nourriture est mal filmée, juste d'ex. On comprend pas d'où lui vient son envie de cuisine ou ses connaissances, ni son appétence pour la géopolitique. Et après elle dit, pour montrer l'intérêt de Carême pour une femme plutôt qu'une autre, on l'a fait reconnaître quelle crème fouettée est la mieux. Montage désastreux, reveal improbable et mal amené sera dans mes flops. Comme aurait dit Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Écoute, je suis content que Jean-Pierre Coff ait été convoqué dans cette critique. Elle est très dure, Rita. En fait, elle est très dure parce que elle n'est pas là pour se défendre. En fait, elle est très dure. Elle n'est pas là pour se défendre, mais elle a pas 100% tort. C'est-à-dire, en fait, il y a un truc que moi je trouve assez compliqué dans cette série. Alors déjà, moi j'ai travaillé avec un des producteurs de la série, donc ça fait longtemps que j'attends cette série. Et moi je parle pas non plus, voilà, je connais un des scénaristes de la série, soyons tout à fait honnêtes. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on m'en a parlé. En plus c'est très très Laurent Codette parce que je connais globalement tous les personnages de ce truc. C'est un peu. Mais la série est écrite pour toi. C'est un peu. Tu les connais personnellement. C'est le souper, non? En fait ça reprend aussi. C'est le souper. Talleyrand dans le souper il y a Talleyrand, Fouché et Carême. Hein. Voilà. Donc il y a 3 personnages dedans, ils sont tous là. Mais non mais bon, j'ai lu une biographie de Carême, j'ai lu une biographie de Fouché, j'ai lu une biographie de Talleyrand, j'ai une biographie de Madame de Staël qu'on voit, j'ai lu. Enfin, je veux dire. Et ça va, calme. Hein. Je suis assez au taquet en fait sur tous les points du truc. Je sais. Et donc j'ai forcément, tu vois, quand je vois ce truc-là, c'est un peu écrit pour moi. Et en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'ils arrivent à réussir des trucs qui n'étaient pas simples et qui n'étaient pas, je trouve, gagnés à la base. C'est-à-dire que le côté en fait, toute l'écriture, je trouve que dans l'ensemble, pas mal, les personnages sont assez intéressants. Je trouve qu'il y a pas mal de délire autour de la débauche en fait de ces gens de l'époque qui en ont rien à foutre, qui est assez réel et que je trouve assez bien, enfin je trouve pas très bien fait, mais que je trouve bien vu en fait dans la manière dont ils le font. Je trouve que et tout le délire en fait thriller politique qui a un peu en sous-texte derrière, parce que tout le concept de la série c'est clairement faire de l'espionnage / thriller politique à travers ce personnage de cuisinier avec de la bouffe et du cul aussi, et assez dans le premier épisode, pardon, ça se calme très bien. Voilà, d'accord, enfin, ça revient un peu plus tard en 15 minutes. Les gens baissent quoi. Mais je veux dire tout le délire un peu thriller politique est cool. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont très réussis, tu l'as dit. Il y a des qualités. Bon, le problème, c'est que Martin Bourboulon, c'est quand même un très mauvais réalisateur. Hein, ça, il faut malheureusement se rendre à l'évidence. Et qui fait un peu n'importe quoi. Il y a. C'est les mêmes problèmes que sur les mousquetaires. Hein. C'est vraiment les mêmes problèmes. C'est la caméra qui bouge, du coup, un peu n'importe comment, du coup, tu comprends pas très bien l'action que tu as sous les yeux. Voilà, ils essayent de se donner un style en faisant des plans séquences, mais du coup, ça marche pas. Et en fait, non, le vrai problème, et c'est fou d'ailleurs, je trouve que c'est un peu une leçon là-dedans, on se rend compte à quel point la direction artistique, c'est important quand on en voit une aussi mauvaise que celle-là. C'est-à-dire que quand c'est vraiment nul, quand c'est vraiment ringard, et quand c'est vraiment cringe, quoi, globalement, avec ces espèces de mecs qui ont avec ces espèces de mecs, on est au début du 19e siècle, mais tu vois, ils ont du gel visual doc. Du coup, ils ont des cabans. Mais je me permets du coup d'introduire une nouvelle rubrique dans ce podcast qui est lecture des commentaires sous les bandes annonces. Et t'en as un qui est incroyable parce que du coup il rejoint ce que tu dis, c'est ça a l'air pas mal, mais pourquoi on dirait que pourquoi ses cheveux ont l'air de le faire ressembler aux membres perdus du groupe Duran Duran. Non mais c'est ça, il y a un énorme problème de DA dans les sabres, dans leur coupe de cheveux. La fausse cicatrice et la grosse boucle d'oreille de Carême, c'est les années 90. Il y a un des personnages de la série qui s'appelle Grimaud de la Reynière, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui est un peu un des mecs qui a inventé la gastronomie. Dans la série, il a une espèce de main bionique en métal où il peut genre faire des trucs avec. Enfin, où est-ce qu'on est, tu vois? C'est un peu steampunk. Non, j'avais oublié ce délire steampunk qui n'a aucun sens. On est au début. Enfin, tu veux dire, il y a des trucs qui sont invraisemblables de gêne. Mais c'est un vrai plaisir coupable en fait en vous entendant quelque part, Carême. C'est-à-dire que ça arrive à cocher à la fois en termes d'efficacité et de ouais. Enfin, c'est-à-dire que vous avez envie de voir la suite. Vous êtes. En fait, tu vois, ça dépend parce que je trouve qu'il y a des épisodes qui sont super ratés. Ouais. Où, en fait, le problème un peu de la série, c'est qu'il te prend des enjeux un peu différents sur chaque épisode. Il y a chaque petit enjeu en fait sur un épisode qui est bouclé plus ou moins. Enfin, c'est un peu du soft procédural. Serait-ce des quêtes secondaires de jeux vidéo? Un peu. Et sauf qu'il y en a qui ont vraiment aucun intérêt, où les enjeux sont complètement bidons. Où en fait, je sais pas, il y a un épisode qui est peut-être le pire épisode de la série d'ailleurs, où en fait
Talleyrand tient absolument à maintenir la possibilité du divorce. Je sais pas pourquoi, alors qu'en fait le mec est richissime, s'il veut il vit pas avec sa femme, c'est pas grave. Enfin, on comprend pas du tout pourquoi c'est aussi important pour lui que les gens puissent divorcer. On comprend un petit peu plus vers la fin. Bah, oui, quand même. C'est quand même pas hyper, hyper intéressant. D'autant que c'est fait par une espèce de scène de fiançailles qui se transforme en orgie, qui est un des trucs les plus gênants globalement de la série. Parce que bon, les gens quand même ils fêtent leur fiançailles, ils vont pas non plus, enfin, va pas y avoir des orgies au milieu du salon quoi. Bref, il y a des trucs qui sont quand même vraiment en fait raté et gênant à ce point-là, ce qui est super dommage parce que je trouve que la série a quand même plutôt des bonnes bases, tu vois, a quand même un truc où le concept de départ est très concept de départ est intéressant, il y a quand même des personnages qui fonctionnent, il y a quand même des intrigues qui fonctionnent, une meilleure DA, un meilleur réal et des choix en fait globalement qui auraient été un peu moins scandaleux, on aurait vraiment tenu une bonne série quoi. Est-ce que je peux me permettre de dire quand même les dialogues, ou alors peut-être que ça se calme, c'est pareil dans les épisodes suivants, et je veux dire dans le premier épisode on sait pas pourquoi les gens font des références de cul toutes les 2 phrases. Mais en fait parce que ça se veut sexy, tu vois, ça se veut edgy là-dessus et en fait c'est ridicule. Mais le point fort qui est en même temps du coup le gros point faible de la série, c'est que ça prend plein de directions, ça tente plein de trucs. On va dire que 75% des choses qui sont tentées dans la série sont foirées. Le problème c'est que le reste est plutôt bien fait. Le problème au contraire du coup. Tu dis le problème, c'est que le reste est bien fait. Le problème, c'est pour ça que je le défends en fait, dans le sens, ce qui est, en fait, les quelques idées qui fonctionnent, elles fonctionnent vraiment bien. Et c'est ça qui me fait rester. Le problème, c'est que même les scènes, les idées scénaristiques, même par épisode, on a un épisode qui s'appelle le concours, où en fait Talleyrand organise un concours de bouche. Et en fait, c'est un épisode de Top Chef version carême, où chaque duo de cuistots passe devant un juge avec le mec qui a une main avec Grimaud de la Ranière et Jean-Anthème Savarin qui est aussi un autre grand cet épisode ne fait absolument pas avancer l'intrigue et on ne comprend pas ce que ça vient foutre là, et c'est un peu le gros problème de cette série, c'est que ça tente des choses et la plupart du temps ça foire à côté. Il y aura une saison 2, on sait ou pas? Je sais pas encore, en vrai j'aimerais, parce que je pense qu'ils peuvent gommer les défauts sans trop de problèmes, et ça pourrait être une super série en fait s'il y avait juste un peu de goût quoi. Et j'allais dire et pardon, il manque 2 épisodes. Il manque encore 2 épisodes. Il y a un épisode qui est sorti aujourd'hui qui est vraiment mauvais, que j'ai regardé. Comment il s'appelle? Qui s'appelle Confession. Qui vient de sortir l'épisode 7, et il y a l'épisode 8 qui sort mercredi prochain. Du coup. Moi, pour info, tout à l'heure, j'ai demandé à Alban si c'était une série qui avait un lien avec le christianisme et la religion. Ça m'est passé au-dessus, mais visiblement pas du tout. C'était une meilleure série. Mais en tout cas, sur la question de Bourboulon, ce qui est intéressant, c'est que souvent on prend des gros réalisateurs pour les premiers épisodes d'une série pour vraiment justement marquer la DA. Il reviendra pas dans une saison 2, Bourboulon, c'est pas ce qui se passe en général. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est la première série Apple TV plus française, et c'est le plus gros budget d'une série européenne ou française ever. Il n'y a pas eu liaison déjà, le truc avec Cassel et Eva Green? Alors si, mais c'était une série qui était en fait, je crois, pilotée depuis l'Angleterre. Okay. C'était des showrunners français, c'est une prod française. Oui, mais là c'est la première série pilotée par l'équipe française de Apple TV. Et en effet, il y a la production value est folle. C'est-à-dire que moi... alors il y a de l'argent, oui, ça on le voit. En fait, c'est de loin, en termes de budget, en termes de qualité de reconstitution, la plus belle série française. Oh, je suis d'accord. De loin. C'est là où ils ont mis le plus d'argent. On se croirait dans une série américaine. Et pour le coup, c'est cool. Même sur les costumes, à part le personnage de Carême, je trouve que les costumes sont tous bien faits, tout est léché, tout est cohérent. Oui, enfin, mon Talleyrand, il a une tresse. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choix qui sont vraiment impossibles. Enfin. Je vous laisserai débattre en off. Il y a Juliette Armanet aussi, deuxième rôle. Qui joue Madame de Staël. Mais voilà, je vous laisserai débattre en off de tous les détails un peu étranges de la DA. On passe au reco de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et alors, dans les recos de la semaine, Manon, tu nous parles d'un film dont tu nous avais déjà parlé pour Chéri Chéri. Ah, j'en avais parlé à ce moment-là? C'est Imen, je crois. Non, c'est Roman. C'est Roman qui en avait parlé, pardon. Ok. Bon, alors tu reviens. C'est un documentaire de Chloé Barrault qui s'appelle Fragment d'un parcours amoureux. Oui. Mais j'aurais bien aimé que Roman et Imen soient là pour qu'on puisse en débattre. Je me souviens de ce que Roman en a dit, donc je peux faire le perroquet. Comme pour Rita. En fait, je trouve que c'est un dispositif absolument passionnant. En fait, Chloé Barrault, toute sa vie, elle a documenté, elle a filmé sa vie amoureuse et tous ses ex. Et dans ses ex, elle est bisexuelle. Il y a quand même Rebecca Jotowski, Anna Mouglalis. Enfin voilà, c'est ce genre d'ex qu'elle a. Et elle a vécu une jeunesse extrêmement privilégiée dans les beaux quartiers à Paris. Elle a vécu à Rome, tout ça. C'est très, tout ça est très romanesque. Et elle a cette matière première qui est assez dingue. Et en fait, elle fait revenir ses ex pour témoigner de leur relation passée devant la caméra. Ce qui est assez beau, je trouve, c'est qu'elle accorde la même place à des ex de
histoire de cul de 1 mois que voilà, ces grandes histoires d'amour, etc. Et ça raconte vraiment, ça raconte aussi des choses sur les ex qui sont là. Enfin, puis c'est une matière première qui est quand même vraiment incroyable, quoi. Moi, j'étais jalouse non, parce que j'ai pas les mêmes ex qu'elle, mais c'est quand même d'avoir ce document-là, c'est assez Roman fou. avait... Max. Roman avait dit quasiment la même chose que ce que tu viens de dire. Ok, bah ouais, mais on est toujours d'accord avec Roman. Le truc, moi, qui m'a un tout petit peu dérangée, enfin, je comprends pourquoi elle a fait ça, c'est-à-dire qu'elle a fait les interviews face cam sont menées par une journaliste, une tierce personne, parce que un peu bizarre, je pense qu'il y a des gens qu'elle n'a jamais revus depuis, il y en a qui ont beaucoup de ressentiments envers elle, notamment Rebecca Jotowski. Je crois qu'elle a beaucoup hésité à se prêter à l'exercice, mais du coup c'est des interviews où il parle d'elle à la 3e personne. Le film il est signé Chloé Barrault, on parle d'elle à la 3e personne, et il y en a qui sont négatifs, mais quand même je trouve que le portrait dressé c'est quand même une femme extrêmement intense, amoureuse de l'amour, très romanesque, tout ça, et on est quand même sur des portraits, je trouve, assez élogieux. Et donc voilà, je trouve qu'il y a quand même un truc d'immense ego trip. Donc à la fois j'étais très touchée, à la fois j'étais gênée de la tournure très ego trip que peut prendre le documentaire. Et écoute, tu as effectivement exactement le même point de vue que Roman qui l'a vu à Chéri Chéri. Donc voilà, une reco en demi-teinte. Alban, toi tu voulais nous parler d'un documentaire. Oui, jeudi 5 juin, donc ce soir, si vous écoutez le podcast le jeudi matin, sera diffusé sur France 3 à 22h50 un documentaire signé Ken Fernandez et Sofiane Schumann, que je vous recommande chaudement, que j'ai eu la chance de voir en avant-première hier. Plus jamais. Il est intitulé Miraculé, la France en vrai, et il porte sur Lia Tornos, qui est un jeune boxeur professionnel de Saint-Ouen, qui malgré un grave accident de moto qui lui a quand même causé la perte d'un de ses pieds, et alors même qu'il avait été déclaré mort à la suite de cet accident, il va remonter sur le ring. Et à travers ce portrait de boxeur et de son père aussi, Eric, qui est lui aussi un ancien boxeur pro et qui est en même temps le coach de son fils, Ken Fernandez et Sofiane Schumann prennent aussi le pouls de la précarité économique dans laquelle baigne trop souvent ce sport qui est la boxe. C'est aussi tout un environnement qui est décrit à travers ce film, celui de la banlieue parisienne et plus particulièrement de la cité Arago à Saint-Ouen et de la salle du Red Star olympique Odonien, donc un environnement social. Je trouve que les deux réalisateurs dépeignent assez bien dans leur film. Par ailleurs, ils parviennent, je trouve, à montrer de manière particulièrement éclairante le rôle social que peut endosser une salle de sport et en particulier cette salle de boxe dans une société, dans un quartier, celui d'un refuge pour des enfants ou des adolescents qui ont des structures familiales compliqué, et donc un endroit qui permet à chacun et à chacune d'être accompagné, d'être écouté, et comment à travers un tel complexe on crée du lien social, comment on crée de la vie. Tout simplement, même Eric Tornos à la fin du film explique à propos de son club que c'est un endroit justement où c'est une petite famille qui se crée, c'est un club qui est assez vieux, qui a une histoire. On voit dans le plan juste après Eric Tornos qui aide une petite fille à faire ses devoirs pendant qu'il y a des jeunes qui sont en train de réviser leur garde sur des vélos elliptiques. Enfin bref, c'est vraiment tout un monde qui est filmé et qui est bien retranscrit dans ce film-là. Moi, ce qui m'a touché aussi particulièrement, c'est que c'est aussi une histoire d'amour, je trouve, une histoire d'amour entre un père et son fils qui pour s'aimer, on choisit de parler la même langue, celle de la boxe, et c'est assez touchant cette relation, cette passion qui les unit, parce qu'on sent bien quand même qu'à travers ces dialogues et ces séances de coaching, il y a plein d'autres choses qui se jouent entre les deux dans leur relation, et je trouve que sans en faire trop, ils parviennent à dire en creux quelque chose de cette relation que eux-mêmes n'arrivent pas à s'avouer, et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment touchant là-dedans. Enfin, pour les connaître quand même plutôt bien, surtout Ken Fernandez, parce que c'est un ami très proche, et Sofiane Schumann, c'est deux personnalités qui sont vraiment passionnées par leur sujet, et surtout pour avoir vraiment vu le film par les gens dont ils ont essayé de nous faire connaître un bout de leur trajectoire. Je pense que c'est ce qui tire la force, là d'où tire la force de ce film-là, c'est que c'est un film qui a énormément d'amour, énormément de respect, énormément de bienveillance pour ces personnages, pour les gens qui sont filmés, et c'est aussi quelque chose qui se dégage dans leur vie de tous les jours, et je pense que on ressent extrêmement bien ce lien qui les lie à leur protagoniste, et c'est un film qui a mis du temps à se faire, qui a survécu à énormément de galères, énormément de retards, des déménagements sur d'autres continents, et ils ont quand même ils ont tenu à faire ce film et à mener le projet au bout. Donc je vous encourage quand même vivement à voir Miraculé, la France en vrai sur France 3 demain soir, enfin jeudi 5 à 22h50 et sur France.tv. Et voilà, et en replay sur France.tv. Félix, nous on dit un petit mot de The Rehearsal saison 2, la série de Nathan Fielder. Oui.
Un petit mot, non, un peu plus que ça quand même. Qu'est-ce que c'est The Rehearsal déjà pour les gens qui ne connaissent pas? La saison 1, en gros... C'est le projet le plus baisé... Comme tu parles. Pardon. Non mais c'est le projet le plus improbable quand même ever. C'est un concept qui est assez fou. En fait, en gros, Nathan Fielder, il s'entoure d'acteurs et de chefs déco, et il propose à des gens qui ont des événements assez importants dans leur vie de les répéter avec justement des comédiens et dans les lieux dans lesquels ça va se passer, d'où les chefs déco, pour essayer de s'entraîner et d'essayer de prévoir un peu toutes les trajectoires et scénarios possibles. Il y a notamment sa source sur un épisode de quelqu'un qui doit annoncer justement à une de ses meilleures amies qu'il n'a jamais eu de bac ou... Non, qu'il a pas... En fait, il fait semblant d'avoir des diplômes qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas, voilà, exactement. Et du coup, il a très peur de la réaction de son ami, et donc il va répéter. En s'imaginant toutes les réactions possibles. Exactement, pour pouvoir en gros, tuer le malaise social et être un peu incollable et pouvoir réagir en toute situation. Donc déjà, le concept est complètement fou. Il arrive à... Et Alban croyait que c'était une fiction, c'est ça, alors qu'en fait c'était un documentaire. Mais pourquoi tu m'affiches comme ça en fait? Non, mais parce que je voulais pas t'afficher, parce que je trouve ça intéressant. C'est un documentaire. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est le premier épisode de la saison 1, mais je pensais que c'était une fiction. Moi j'ai phasé au début et je me suis dit c'est dommage que ce soit une fiction. Non, tout est vrai. Mais du coup, voilà, Manon fait une tête, voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de le préciser, c'est pas pour t'envoyer sous le bus. C'est que donc les personnes qui font cette expérience sont en réalité tout est vrai. Pas les comédiens. Nathan Fielder est quelqu'un qui vient de la télé-réalité, donc c'est quelqu'un qui est passionné par son objectif de vie, c'est d'essayer de contrôler les gens, grosso modo, voilà. En tout cas, d'étudier sociologiquement comment ça fonctionne. Ce mec a des vrais problèmes, mais en même temps, voilà, exactement, c'est un peu abordé justement à travers la série. Bref, donc du coup, toute la première saison était absolument fantastique et creusait justement ce concept de rehearsal, et évidemment, sociologiquement, c'était hyper intéressant et très émouvant. Avec une femme qui rehearse comment élever un enfant. Oui, juste en rehearsal, ça veut dire la répétition. Répéter les choses. Et donc, du coup, cette saison 2, en fait, arrive et prend une trajectoire qui est complètement autre. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être la continuité, en fait pas du tout. Là, cette fois-ci, Nathan Fielder a eu un espèce de constat, parce qu'il a des passions un peu étranges. Il s'est rendu compte que dans genre quasiment 100% des cas de crash aérien, quand c'est pas une défaillance technique. En fait, dans les transcriptions en fait des boîtes noires, donc qui enregistrent les dernières minutes de vie des pilotes, le copilote ne réagit jamais quand le pilote principal fait de la merde et grosso modo mène l'avion tout droit vers la mort. Et donc il se fait cette espèce de questionnement, il se dit mais c'est quand même étrange, pourquoi? Et donc il commence à essayer justement de creuser la question, de contacter la FAA, qui est du coup une espèce de fédération d'avions américains, je crois, pour essayer justement d'en savoir plus et de décrypter quelque part justement les fonctionnements psychologiques des pilotes, de potentiellement leur proposer de faire des répétitions pour essayer de régler ce problème qui est du coup un vrai problème dans le vrai monde. Et comment il a eu accès aux boîtes noires? Un problème de parce communication. que c'est Dieu en fait. Un problème de communication, mais qui fait qu'en fait les copilotes en fait n'osent pas, c'est ça, n'osent pas s'imposer face aux remettre en question le savoir du pilote principal. Exactement. Et donc évidemment, tu as toute une espèce de question un peu de domination. Il a étudié les rapports de domination à travers cette saison, qui est du coup une saison qui est un peu moins émotionnelle, je pense, que la précédente, qui est beaucoup plus cérébrale et en même temps qui est vertigineuse, je trouve. Je vais pas trop spoiler et vous dire où ça va, mais la résolution de cette saison, le dernier épisode, c'est du jamais vu. En vrai, c'est complètement dingue. Il pousse les limites, je trouve, de ce qu'on peut faire en matière de télé-réalité de manière mais complètement mind-blowing, vraiment dingue, je sais pas. Qui font exploser le cerveau. Ouais, voilà, qui font exploser le cerveau. Et surtout, je vous invite à regarder évidemment la saison avant de vous renseigner, mais j'ai l'impression que l'expérience continue un tout petit peu, parce qu'évidemment la fin est très ouverte de la saison 2, et là il a eu un passage sur CNN notamment, qui est une grande chaîne d'information aux États-Unis, où il a l'air vraiment d'essayer de faire campagne contre la FAA pour essayer justement de résoudre ce problème. Alors il faut se dire que la FAA est sous le... Comment dire, elle est démantelée plus ou moins par l'administration Trump. Elle souffre de problèmes structurels de financement et de non-recrutement. Enfin, c'est un délire. Oui, non, bien sûr. Mais donc du coup, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce d'expérience qui dépasse le cadre aussi de la simple série. Et transmédia. C'est complètement du cross-média. Cross-média. Exactement. Ça se trouve, j'ai dit une connerie tout à l'heure. Et donc on va voir où ça va et où va nous mener la saison 3, mais c'est vraiment absolument passionnant. C'est un ovni, donc je vous encourage, mais courez en fait voir ce truc. Et c'est tellement bien de voir une saison 2 effectivement qui n'a autant rien à voir avec la saison 1. Ah oui, donc on peut regarder la 2 sans avoir vu toute la 1. Mais alors vraiment regarde la 1, parce que la 1, quand on commence à s'attacher sur comment t'élèves un enfant sur les années en le répétant, et moi la saison 1 elle m'a, enfin vraiment la deuxième moitié de la saison 1, c'est, enfin en termes émotionnels, c'est un des trucs les plus étranges que j'ai vu. Puis il y a une vraie construction de miroir entre les deux quand même, je trouve, donc les deux sont et d'ailleurs la question de savoir laquelle est la meilleure n'est pas tranchée, parce que je trouve que les deux ont des grandes qualités.
Émile, toi, tu voulais nous parler d'un livre. Oui, tout à fait, sur mon cinéaste américain préféré, enfin, qui était mon cinéaste américain préféré jusqu'en 2019, et je vais expliquer pourquoi. Ce n'est pas Wes Anderson, malgré mon t-shirt, c'est un cinéaste qui est né 17 jours avant lui. Tarantino ? C'est James Gray. Voilà, non, Tarantino est né 7 ans avant. James Gray, voilà, donc c'est un superbe livre qui se lit très très bien, de Gabriela Trujillo. Qui est vert foncé. Voilà. Avec Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix. Voilà, donc qui a été publié le 28 mai chez Capricci, donc c'est vraiment tout frais. Alors, pourquoi ce livre m'a plu ? Je vais vous dire tout de suite, au-delà de mon intérêt pour James Gray. Alors, James Gray, il fait des films qui sont très sérieux, qui sont assez proches de la tragédie grecque, souvent dans leur structure, dans leurs inspirations, dans leurs thématiques. The Yard, Lost City, Little Odessa, voilà, plus récemment Armageddon Time. Mais en fait, il a aussi une personnalité extrêmement facétieuse. Si on regarde par exemple ses masterclass sur Internet, j'en avais vu. Il est très très drôle, il adore faire des imitations, il balance plein de citations Alors, j'ai appris hier d'ailleurs, parce qu'il est très très érudit dans ses masterclass, et j'étais dans une librairie parisienne où ce livre était présenté, et en fait apparemment beaucoup de citations qu'il balance en entretien sont apocryphes. Donc il troll. En fait, il est en troll permanent. C'est Gabriela Trujillo avait traduit était l'interprète de James Gray quand il est venu à la Cinémathèque, et en fait apparemment il balançait les citations, il lui disait dans l'oreille ça je l'ai inventé, tu vois. donc il se sabordait en direct, et en fait ce que je trouve intéressant, c'est que le livre que j'ai dévoré aujourd'hui prend l'angle, le prisme des figures paternelles dans les films de James Gray, qui est un petit peu un des fils conducteurs, un des fils rouges de son œuvre. Et c'est un livre qui est extrêmement limpide, qui fait seulement 140 pages à peu près, qui s'appuie sur donc l'analyse très précise des 7 films de James Gray, mais aussi l'analyse du scénario du prochain film de Gray qu'il n'a pas encore tourné, qui va s'appeler Paper Tiger, et aussi des entretiens, non seulement qu'a fait Jordan Mintzer avec Gray, je crois que c'était Cinecdoc qui a publié ces entretiens, mais aussi de tout ce qui n'a pas été publié dans ces entretiens. Donc il y a énormément de off qui viennent alimenter ces pages. Et alors, je pense que c'est un livre que je conseillerais à la fois à ceux qui connaissent et aiment le cinéma de James Gray, je pense qu'on est très nombreux, mais aussi à ceux qui le connaissent moins bien, parce qu'en fait, le livre décrit avec énormément d'appétence les scènes. C'est-à-dire qu'on a des descriptions très brillantes de passages de films, même une description au début d'une photo de Gray au moment où il reçoit son lion d'argent pour Little Odessa en 95. Et donc comme ça, je trouve que le livre a vraiment la légèreté et le même mélange d'érudition et d'humour que les masterclass de Gray. Donc en ça, c'est vraiment génial. Donc moi, je pense que... Alors je disais 2019, mon moment de rupture, parce qu'en fait, Ad Astra. Et d'ailleurs, j'étais assez content de savoir que Gabriela Trujillo en fait explique ça par la pression des studios. C'est-à-dire en fait, c'est pas son film qui est sorti en salle. Voilà, c'est pas le director's cut. J'espère qu'on le verra un jour, mais je détestais la voix off du film. La scène d'ouverture est folle, par contre. Il y a plein de trucs. Il y a plein de scènes. C'est vrai qu'il y a une suite. Non, il y a plein de trucs. Oui, mais ça. Il y a plein de trucs géniaux, mais je trouvais que la musique de Max Richter est à jeter, par exemple. Et donc. Le livre, pardon, me fait un peu réévaluer à la hausse ce livre. Et donc, je pense que cet été, je vais me lancer dans un festival James Gray et je relirai le livre à la lumière. D'ailleurs, la structure du livre est très intéressante parce que c'est pas du tout une structure chronologique, c'est plutôt thématique. Donc voilà, c'est un livre que je conseille. Il se lit très très bien. Et j'ai pas encore lu l'autre monographie de Gabriela Trujillo qui avait fait un livre il y a 4 ans sur Marco Ferreri. Je crois que c'était déjà édité chez Capricci, mais voilà. Et je te disais, quand tu m'as dit que tu voulais parler de ce livre, qu'on ferait un jour probablement un focus sur James Gray, mais son prochain film sortant en 2027. Non, il a commencé le tournage, donc je pense qu'il sortira l'année prochaine. Je lis plein de trucs différents pour le tournage. Enfin, en tout cas, j'ai croisé Darius Khondji avant-hier à Paris. Donc, si c'est lui le chef-op, c'est pas en tournage. En tout cas, visiblement, le tournage a commencé il y a 2 jours. Mais selon les informations de Twitter. Alors peut-être que c'est Roy Van Hoytema à la photo. J'ai l'impression que vous avez plein d'avis différents, que vous n'arrivez pas à vous être d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 50 nuances de Gray sur le... Oh waouh. Et Alban, je vais te donner la parole dans 2 secondes puisqu'on écoute. C'est l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et après ce brillant trait d'esprit, Alban, tu voulais nous parler d'une ressortie. Oui, ce soir j'avais envie de vous parler d'un film jusqu'alors inédit en France, que je ne connaissais pas non plus, Le Jardin d'été de Shinji Somai, qui sort en salle
aujourd'hui même, ce mercredi, le mercredi 4 juin, donc dans une version restaurée 4K, grâce notamment au précieux travail mené par Survivance, qui depuis 2023, avec le déménagement, puis en 2024 avec Typhoon Club, s'emploie à distribuer en France l'œuvre de ce réalisateur japonais encore trop méconnu ici, alors même qu'il est admiré dans son pays par toute cette nouvelle génération de cinéastes japonais, de Koreda à Hamaguchi que j'adore, en passant par Fukada. Mais avant tout, qui est Shinji Somai? C'est un réalisateur japonais donc, qui est né en 1948 et qui est décédé précocement en 2001, à 53 ans d'un cancer du poumon, ce qui peut expliquer en partie l'oubli relatif dans lequel est tombée son œuvre. Et après des débuts à l'université de Tokyo, il intègre la célèbre compagnie Nikatsu en 1972, où il devient assistant réalisateur, pour la quitter uniquement 4 ans plus tard, en 1976, et il va devenir assistant réalisateur auprès de Hasegawa, Murakami Ryu ou encore Terayama Tsuji. Il tourne son premier film The Terrible Couple en 1980, et de 1980 à 2000, il va tourner 13 longs métrages, dont certains vont connaître un très grand succès au Japon, notamment son second film Sailor Suit and Machine Gun, meilleure recette au box-office d'un film japonais en 1982. Mais revenons à Jardin d'été, l'histoire est simple, c'est 3 jeunes amis qui décident pendant leurs vacances d'été d'assouvir leur pulsion morbide, c'est un peu bizarre comme ça, mais plutôt de découvrir concrètement, de toucher du doigt ce qu'est la mort, en allant espionner un vieil ermite dont ils croient la mort proche et qui vit dans une maison délabrée entourée d'un petit jardin envahi par les ronces. J'ai perdu le fil. Très vite, il décide, pour tromper l'ennui, de rénover la maison et le jardin qui l'entoure, et progressivement, une amitié va naître entre ses enfants et ce vieil ermite. Autant vous le dire tout de suite, ce film est un enchantement. Il y aurait 1000 choses à dire sur les raisons qui me poussent ce soir à employer un tel mot, mais le temps est incompté. Je vais m'attarder sur celle qui m'a le plus ébloui. À travers cette histoire simple, Somai filme en réalité un âge en mouvement, la métamorphose de l'enfance à l'adolescence, soit le moment où la réalité du monde, les douleurs, les joies, le désir, l'amitié, le sentiment amoureux, bref, le moment où tout ce flot d'émotions prend littéralement corps avec celui ou celle qui en fait l'expérience. Or, c'est selon moi véritablement cette expérience, ce travail du corps qui est à l'œuvre dans le jardin d'été. Les 3 jeunes enfants, en allant aider ce vieil homme, ne font pas que passer le temps. Ils expérimentent le monde, mieux ils l'emploient, ils vont être amenés à éprouver physiquement leurs émotions, l'amitié, la séparation, le deuil aussi. Seulement, dans le jardin d'été, cette expérience n'est jamais abstraite. Somai parvient par sa mise en scène lumineuse et surtout par sa réalisation, par sa caméra, à nous faire ressentir cette expérience, à nous la rendre sensible. Il va en effet travailler les émotions de ces 3 enfants comme on travaillerait la matière, une matière en perpétuel mouvement. Sa caméra, et c'est assez impressionnant quand on regarde le film, est constamment mobile. Elle suit, elle accompagne, elle épouse les mouvements de ses enfants, comme si c'était elle qui changeait de corps et qui tremblait à l'idée de grandir et de se confronter à ses propres émotions. Pour Somai, et c'est ce qui m'a profondément ému dans le film, l'amitié est avant tout une expérience corporelle, une expérience sensible. Les enfants se heurtent, se percutent, se touchent. Les liens d'amitié qui naissent avec le vieil homme passent également par le corps, en chahutant, en s'agrippant, en se blottissant contre lui lorsqu'il raconte une histoire. Sans dévoiler l'intrigue, ils comprendront aussi que la mort, que le deuil est lui aussi une affaire de corps et de sensations physiques. J'ai trouvé une scène particulièrement bouleversante dans ce film qui résume à peu près tout ce que je viens de dire. C'est une scène où les 3 enfants, fatigués d'avoir découpé toutes les ronces en fait du jardin, se reposent un petit peu au seuil du jardin, et le vieil homme leur propose, pour les récompenser en fait, de déguster une pastèque. Et le problème, c'est qu'il n'a pas assez de bons couteaux pour la couper, et un des 3 jeunes enfants va courir dans la poissonnerie de ses parents pour aller récupérer une pierre à aiguiser pour pouvoir aiguiser le couteau. Et cette scène qui dure longtemps, Somai va décider de filmer cet enfant en train de courir douloureusement. C'est un des 3 enfants qui est assez corpulent en fait dans le film pour aller chercher ce couteau. Et en fait, il y a tout un travail du son, de la respiration, de la transpiration aussi qui est filmé par Somai, qui montre justement pourquoi en fait cette pierre à aiguiser est importante dans le film, et pourquoi elle est aussi le lien qui va générer en fait l'amitié entre ces personnages et les découvertes de chacun. Donc je vois, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé et qui montre vraiment comment on peut, et vous en parliez tout à l'heure un petit peu sur le jeu vidéo, comment on peut générer une émotion à partir d'une sorte de récompense ou d'une action qu'on fait. Et je trouve que cette séquence justement de la pastèque, elle dit bien ça. Et ils ont travaillé pendant X temps, et cette idée de découper, de partager, de les voir sourire en mangeant cette pastèque-là, on ressent la même émotion que ces personnages. Et c'est une scène qui est complètement anecdotique dans le film, mais vraiment c'est pour moi un très très grand film, et j'étais très content de le découvrir. Donc je vous encourage vivement à aller voir Le Jardin d'été à partir de ce mercredi au cinéma. Shinji Somai, effectivement. Qui date de 1994 et qui n'avait jamais bénéficié de sortie en salle. Il y a un seul film qui a bénéficié d'une sortie en salle de Shinji Somai, c'est Le Déménagement, je crois, à sa sortie. Et ben on vous encourage absolument à découvrir le film et à découvrir de manière plus générale l'œuvre de Shinji Somai. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de commenter. On aime beaucoup lire vos réactions et les débriefer dans l'émission d'après. On se dit à la semaine prochaine.